Donc bonsoir à tous, on va commencer avec une petite présentation d'un de nos camarades d'Isegoria. Bonsoir à tous. Donc ce soir nous avons la chance de recevoir François Bégodeau, comme vous le savez, un personnage devenu récemment très médiatique. Pour vous présenter, vous êtes agrégé, vous avez beaucoup enseigné, vous avez donc le sens du contact et des lettres, mais en plus habité par l'esprit rock. Pour aider les gens à mieux vous connaître, on peut dire que vous avez 3 passions, le football, la musique et le cinéma. Votre premier roman, Jouer juste, instaure un parallèle entre le discours d'un entraîneur et celui d'un amour. On peut en constater un autre, malgré des prestations du FC Nantes, disons, très laborieuses. Cela ne nous a pas repoussé à proposer de racheter le club. Bon, c'est une blague, tout le monde le sait. Pour la musique, vous avez chanté dans un groupe, Zabriskie Point. Vous le dites, cela a été pour vous nécessaire à votre construction personnelle. Mais après avoir vécu la musique sur scène, vous avez sondé celle-ci par une analyse de l'essence du rock, et plus particulièrement sur l'un des parangons, donc un démocrate nommé Mick Jagger, auquel vous semblez presque vous identifier. Dans le domaine cinématographique, vous officiez aussi comme critique ou chroniqueur, dans des revues aussi variées que Les Cahiers ou Playboy, jusqu'au Monde où vous signez des articles encore. Vous réalisez également des courts et des longs métrages. Bon, pas besoin de donner d'exemples, tout le monde voit de quoi il s'agit. Au fond, vous savez sentir et décrypter les attentes de notre temps, et cela notamment grâce à votre tâche d'enseignant. Mieux, vous offrez des réponses à vos contemporains, comme vous le faites avec votre dernier livre, L'Anti-Manuel de littérature, un livre assez iconoclaste, voire transcendé par l'esprit rock. À chaque fois, vous soulevez de véritables problématiques sur beaucoup de questions portant sur la diversité ou les conditions sociales, la réussite et l'argent, un sujet d'ailleurs sur lequel je crois que vous êtes devenu familier. Ou encore des dualités comme avec la thématique de ce soir, la littérature et l'argent. Somme toute, on peut quand même s'interroger sur vous. Vous êtes un personnage hétéroclite, polémique, presque rebelle, mais certainement doué. Au fond, un artiste ? La réponse peut être en citant une de vos chansons. C'est pas compliqué, suffit d'un peu d'imagination. C'est pas compliqué, suffit d'être sûr de ses raisons. Merci. Donc je vous prends juste quelques minutes, enfin je prends ces quelques minutes à Monsieur Bégodeau, qu'il faut remercier de nous avoir consacré autant de temps ce soir, puisque lui qui est amateur de football, là encore, nous sommes en pleine demi-finale bientôt de Coupe d'Europe, et donc c'est vraiment presque sacrificiel d'être là ce soir avec nous. En plus, pour nous parler d'un sujet assez intriguant, donc celui du rapport entre la littérature et l'argent. Donc j'étais un peu déconcerté par le sujet, et c'est en tout cas une façon assez directe de mettre deux termes en rapport, deux termes qui semblent plutôt s'ignorer, en tout cas qui semblent pas avoir grand-chose à faire l'un avec l'autre, littérature et argent. Donc j'imagine que François Bégodeau ne va pas nous parler du thème de l'argent dans la littérature, mais va plutôt s'interroger sur le rapport entre deux types de production. D'une part, une production artistique non marchande, et d'autre part, l'argent, donc, qui est le résultat plutôt d'une production économique et qu'on peut voir donc, comme résultant d'une valeur d'échange. Donc c'est un sujet qui va sans doute, et là ça nous renvoie à la formation première de M. Bégodeau, un sujet qui va nous inviter à nous interroger sur la nature de l'activité littéraire, sur l'activité d'écriture, dans la mesure où on peut sans doute comprendre la littérature comme une activité par essence non marchande, comme un travail certes, mais en tout cas un travail qui ne consiste sans doute pas à produire des biens économiques, des biens marchands. Et à l'inverse, on pourrait considérer que la littérature, c'est justement une dépense, quelque chose qui relève de la gratuité pure, donc quelque chose qui échappe non seulement à l'économique, mais même à la communication, puisque la littérature ne consiste sans doute pas à communiquer quel que soit ou quelque chose, un message même. Et on pourrait même penser que la littérature relève du dissensuel, qu'elle recherche à manifester une expression de singularité forte, et qu'en cela elle s'oppose aux termes de marché.
Donc la littérature, elle consisterait plutôt à produire de la singularité dans un monde, celui du marché, qui est plutôt pris dans les déterminismes économiques, avec le poids dans l'édition des grands groupes, des contraintes économiques qui risquent de dénaturer peut-être la nature de la littérature, en tout cas d'uniformiser ses contenus. Donc ça nous invitera peut-être à nous interroger, mais là encore je ne sais pas du tout, sur les rapports entre les écrivains et les éditeurs, et à voir la littérature désormais comme une activité reprise par l'argent, avec des stratégies de lancement de produits, des best-sellers, avec des stratégies de merchandising et des auteurs plus ou moins bankable, comme semble l'être devenu M. Bégodeau, comme en témoigne sa présence parmi nous ce soir, peut-être. En tout cas, un monde où tout tend à devenir un produit, et peut-être une littérature qui tendrait à devenir une industrie du divertissement. En tout cas, ce que on pourrait voir derrière ce thème de la littérature et de l'argent, c'est peut-être la question de la valeur littéraire et de la question du rapport entre valeur littéraire et valeur économique, et de voir comment les deux peuvent s'articuler. Et ça renvoie, comme le disait notre collègue d'Iségoria, à l'anti-manuel de littérature, qui est une façon d'établir une autre hiérarchie et peut-être une autre façon de voir la valeur littéraire. Mais donc, je laisse la parole à François Bégodeau sur ce thème assez donc stimulant que les rapports entre argent et littérature. Merci. Oui, bonsoir. On ne s'était pas concerté, mais c'est un petit peu vers ce genre de problématique qu'évidemment je vais m'orienter, donc tout va bien. C'est vrai que quand des étudiants de DENSIA m'ont proposé de venir faire une conférence, au début je ne connaissais pas l'école, et puis j'ai su que c'était une école de management, d'ailleurs je crois qu'ils me l'avaient dit eux-mêmes. Et alors je me suis demandé, ils m'ont dit voilà, on aimerait bien que vous fassiez une conférence. J'ai dit mais sur quoi? Ils m'ont dit ce que vous voulez, mais plus ou moins autour de la littérature, puisque c'est quand même votre activité principale, par-delà le foot. Et alors donc j'ai réfléchi, et puis bêtement, je me suis dit tiens, je vais faire un truc sur littérature et argent. Je dis bêtement parce que c'est parti d'une association d'idées très très simple, management, argent, et je pense que ça passait par la case commerce. C'est un petit peu un exemple des représentations simplistes que nous, les intellectuels, je dirais, au sens le plus large, moi je suis de la tradition très bac littéraire, Hippocane-Cagne, agrégation de lettres, prof de français, écrivain, bon, je suis dans ce sillon-là, et depuis le milieu que j'ai été amené à fréquenter dans ce milieu-là, dans ce sillon-là, disons, il faut bien vous dire que le mot management a à peu près la même valeur péjorative que nazisme, égoïsme et autres joyeusetés, il faut bien dire. Donc c'est de ce lieu-là que je vais parler. Puis ce que je trouvais rigolo surtout, c'était de faire une espèce de croisement. C'est-à-dire des étudiants en management viennent voir un écrivain et l'écrivain va leur parler d'argent. C'est ce qui est une façon de créer un carrefour comme ça. Et c'est dans ce carrefour-là que je vais essayer de me tenir pour faire jouer ce binôme-là qui pourrait finalement être un libellé d'un sujet de dissertation de français, pour le bac de français, littérature et argent. Cela dit, il ne vous a pas frappé, il ne vous a pas échappé plutôt que ce sujet ne tombe jamais. Si vous vous souvenez, je suis sûr, je connais personne ici, mais je suis à peu près sûr que jamais on ne vous a soumis au bac de français le sujet littérature et argent. Et moi qui ai fait des études de lettres, je peux vous confirmer que par la suite non plus. Pourquoi ? Parce que, et c'est de ça que je partirai, l'argent est tout simplement occulté d'une certaine manière dans le champ littéraire. Alors ce que j'appelle le champ littéraire, je le précise tout de suite, c'est pas le milieu littéraire, parce qu'il y a une façon parfois de parler du milieu littéraire comme une espèce de truc qui en gros engage 2 arrondissements à Paris, du côté de Saint-Germain-des-Prés, et ça serait comme ça un microcosme très élitiste et très snobinard. Alors de fait, ce milieu existe, mais moi je le trouve tellement désuet et poussiéreux que je ne trouve pas que ce soit un cas d'analyse très intéressant. En revanche, le champ littéraire, ça c'est quelque chose de plus intéressant. J'emprunte la notion de champ à Pierre Bourdieu. Donc c'est vraiment là plus une notion sociologique. Le champ littéraire, pour moi, c'est l'ensemble des gens qui ont à voir avec la chose littéraire et qui donc, par exemple, impliquent les lecteurs, tout simplement. Les lecteurs, les libraires, des gens qui organisent des festivals littéraires, des gens qui sont là ce soir au moment où ils le sont, des gens qui m'ont invité, les écrivains, bien sûr, les gens qui font des émissions de radio sur la littérature. C'est ça que je vais appeler le champ littéraire. Et c'est vrai que dans ce champ-là, il y a, je dirais, par rapport à l'argent, une occultation et voire une détestation.
Et c'est ça que je vais essayer de creuser pour essayer de voir ce que ça nous dit sur ce que c'est que la littérature. Et je vous rassure tout de suite, mon idée est absolument pas de venir vous faire la leçon depuis la littérature, vous pauvres matérialistes qui ne passez pas votre vie à lire Flaubert. C'est absolument pas mon état d'esprit. Mon état d'esprit est plutôt d'essayer de voir au contraire ce qui se rejoint dans ces deux domaines-là. Alors que, comme je vais essayer de le dire dans un premier temps, il y a plutôt un grand divorce, a priori, en tout cas quand on entend les gens qui sont partie prenante du champ littéraire. L'occultation, je vais commencer par l'occultation dans les œuvres quand même, on va quand même un peu parler d'œuvres. Alors pour schématiser très grossièrement, on pourrait dire que jusqu'à un certain moment de l'histoire de la littérature, on peut dire que la littérature traverse assez peu les conditions matérielles dans lesquelles vivent ces personnages. Les considérations d'argent sont relativement absentes des récits que vous trouverez, mettons, pour ne parler que de la littérature moderne, disons, au XVIe siècle ou au XVIIe siècle. En général, on s'intéresse plutôt aux sphères, disons, de l'idée, c'est-à-dire on va parler d'histoire d'amour, et les deux amants seront relativement désincarnés, relativement soustraits à leurs conditions matérielles. Alors évidemment, il y a 1000 exceptions. Si on parle de Roméo et Juliette, au contraire, leur amour s'éprouve à sa condition d'émergence, puisqu'ils viennent de deux familles antagoniques, et c'est bien ce qui va faire que cet amour n'aura pas lieu, en tout cas ne pourra pas s'épanouir. Mais enfin, c'est vrai que on ne peut pas dire que la littérature soit dans ces années-là très précise sur les conditions financières dans lesquelles évoluent ces personnages. Ou alors, elle l'est, mais alors sur le mode de la réprobation, bien sûr. Vous trouverez énormément dans les contes du XVIe siècle, je pense, ou même d'avant. Il y a un livre très connu qui s'appelle le Decameron de Boccace, qui est un livre italien, et qui, comme ça, réunit un certain nombre de contes. Alors là, à chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est intéressé à l'argent et qu'on identifie par rapport à son statut, disons, financier, c'est évidemment sur le mode réprobatif de « il est vénal, il est cupide, et c'est un vice, et c'est un péché même ». Et donc il sera souvent puni par ce conte exemplaire. Alors l'aboutissement de ça, c'est évidemment un personnage qu'on connaît tous, qui est Harpagon dans la pièce de Molière, l'Avare, qui est, alors lui, très intéressé par l'argent, très soucieux de l'argent, mais précisément, ce que nous dit Molière, c'est à quel point c'est pas bien d'être soucieux de l'argent, et finalement de substituer aux valeurs, disons, sentimentales, par exemple l'amour de sa fille avec son futur gendre, des valeurs plus matérielles, bassement contingentes. Donc évidemment, comme dans toute farce exemplaire digne de ce nom, il sera le dindon de la farce et il sera puni pour être, disons, animé obsessionnellement par ce vice qui est d'aimer l'argent pour lui-même. Donc des figures comme ça, il y en a un certain nombre. Je vais très très vite évidemment, j'essaie juste de donner, disons, une idée des problématiques qu'il pourrait y avoir dans le contenu même des œuvres. Alors il y a un auteur qui va faire la bascule. Il se trouve que Molière est issu, disons, de la petite bourgeoisie. Mais au moment où il écrit des pièces qui vont plutôt être vilipendées, disons, le personnage de l'avare, alors il se comporte, disons, il épouse les valeurs aristocratiques. Les valeurs aristocratiques, il se trouve qu'il est quand même payé par le roi, lui-même, lequel roi est soutenu par l'aristocratie. L'aristocratie a toujours beau jeu, surtout à l'époque, de se moquer des gens qui passent leur temps à penser à l'argent. Pourquoi ? Parce que pour elle, ça n'est pas un problème. Sa richesse lui vient de son sang, de sa naissance, et éventuellement de certains revenus qui viennent de ses possessions de terre. Donc l'aristocrate se pique de ne pas s'intéresser à ses revenus d'argent. Bien sûr, il peut se le permettre. Et évidemment, Harpagon est un personnage bourgeois. Il vient de la classe bourgeoise qui est éminemment méprisée par l'aristocratie parce que précisément, c'est les roturiers, c'est les parvenus, c'est ceux qui mettent la main dans le cambouis pour se faire leur fortune et qui n'ont pas, comme ça, la classe aristocratique d'avoir de l'argent presque comme ça qui tombe du ciel par une espèce d'effet d'élection de droit divin ou presque. Alors Molière n'est pas un aristocrate, mais sa pièce témoigne de valeurs aristocratiques. Et alors, il est évident qu'au XVIIIe siècle, quand on va commencer à émerger vraiment économiquement une bourgeoisie qui fera la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, en tout cas dans un premier temps, comme le disait très bien Marx, la Révolution française, c'est quand même la classe bourgeoise qui précisément lasse des privilèges que s'accorde l'aristocratie et sans reconnaître le travail qui est fourni par la bourgeoisie, voudrait qu'on invente une société qui au moins la paye en retour de ses efforts. C'est une des façons dont on peut lire la Révolution française, une des 1000 façons.
émerge cette classe bourgeoise au XVIIIe, elle vient d'avant, mais elle commence à être vraiment importante au XVIIIe, et dans le même temps va se développer une littérature bourgeoise qui va témoigner de valeurs bourgeoises elle-même. Alors je pense à un auteur comme Marivaux. C'est un auteur assez génial, Marivaux, je le dis entre parenthèses, mais il est passionnant parce que lui, il va précisément inscrire ces problématiques dans des conditions matérielles. Et ça va même être au cœur de pas mal de ses pièces. Vous en avez sans doute lu quelques-unes quand même au lycée, ou voire après. Et l'idée de Marivaux, c'est toujours, alors vous savez, il y a un prince, il est amoureux d'une princesse, il voudrait s'assurer que la princesse, ou l'aristocrate, peu importe, en tout cas des gens comme ça, des hautes sphères, l'aime pour lui-même et non pas pour sa fonction, pour son grade, pour son titre noble. Alors il va inventer une supercherie qu'on connaît bien, il va se déguiser en valet, et s'il se trouve que la princesse l'aime encore, bien qu'il soit déguisé en valet, ça prouve bien qu'elle l'aime pour lui-même et non pas pour sa fonction. Donc déjà, là, il y a chez Marivaux une façon de tresser, disons, des considérations sociologiques et des considérations amoureuses qui changent quelque chose dans les contenus littéraires. Alors, après, la conclusion à laquelle mènent les pièces de Marivaux, elle est extrêmement ambiguë. Pourquoi ambigu ? Parce que d'un côté, vive l'amour triomphe des conditions matérielles, puisque la princesse a reconnu le prince indépendamment de ses oripeaux. Alors ça, c'est plutôt happy end. Mais on pourrait très bien dire la chose à l'inverse, c'est qu'au contraire, la princesse a tellement assimilé des goûts aristocratiques et que sa façon de tomber amoureuse est tellement tributaire de la fibre aristocratique qu'elle reconnaît l'aristocrate immédiatement sous les oripeaux. Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire que ça va très très loin, c'est très matérialiste. C'est l'idée que, y compris le sentiment amoureux, est toujours déjà conditionné par la classe sociale dont on vient. Ce qui va très loin dans la prise de pouvoir des conditions matérielles sur le sentiment. Alors, évidemment, cette opération-là, elle va être poussée à son extrémité par un philosophe célébrissime du XIXe siècle qui est Karl Marx. Parce que l'opération marxiste de base, pour résumer cette grande œuvre, quoi qu'on pense de ce qu'elle a pu produire par la suite, c'est quand même qu'est-ce que dit Marx à ses prédécesseurs philosophes ? Il leur dit, écoutez, vous prétendez parler du monde, et c'est quand même très étonnant, parce que vous prétendez rendre compte du monde, ce qui est quand même une des fonctions de la philosophie. Alors c'est très drôle, vous ne parlez jamais d'argent. Alors qu'il suffit de se balader 5 minutes dans la vie pour voir que l'argent est dominant dans la vie, quoi qu'on en pense, qu'on le regrette ou pas. Les gens sont quand même d'abord intéressés à leur survie, et donc à gagner de l'argent, pour pouvoir tout simplement rester sur Terre. Et vous lisez des kilomètres de Kant et des kilomètres d'Hegel et des kilomètres de Platon, et jamais il est question de ça. Alors Marx dit, ça c'est de l'idéalisme. L'idéalisme, c'est que vous êtes dans la sphère des idées, et vous ne considérez pas les conditions dans lesquelles émergent ces idées. Alors ça va être l'objet de la pensée de Marx, de ramener toujours une idée, alors c'est ce qu'il appelle les superstructures, à une infrastructure. Et lui, il pense qu'il y a une philosophie qui émane de la bourgeoisie, il y a une philosophie qui émane de l'aristocratie, il pourrait y avoir une philosophie qui émanerait du prolétariat et qui serait, articulée aux conditions matérielles des gens. Donc cette opération, elle est quand même extrêmement radicale, révolutionnaire pour le coup, dans le champ des idées. C'est ce qui va donner les sciences humaines par la suite. À partir de la fin du XIXe et tout le XXe siècle et encore maintenant, les sciences humaines partent de ce postulat-là que les conditions matérielles des gens conditionnent très largement leur pensée, leur discours. Et ce qu'on croyait jusque-là déconnecté, il y avait les idées d'un côté, il y avait la vie de l'autre, matérielle, et ben non, en fait, c'est l'un est parfois la sublimation de l'autre ou la projection de l'autre. Ce qui fait qu'au XIXe siècle, parallèlement à Marx, le grand roman du XIXe que tout le monde a croisé à un moment dans ses études, est un roman fondamentalement réaliste, qui alors pour le coup intègre énormément les données matérielles dans son récit. Alors il les intègre souvent sur le mode déceptif, sur le mode attristé. On pourrait très bien lire tout Flaubert et tout Stendhal en disant c'est des personnages qui ont des valeurs aristocratiques, des valeurs extrêmement sublimes. Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, c'est un fan de Napoléon. Il voudrait être Napoléon. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'argent. Et il va être obligé de composer avec le fait qu'il faut gagner sa vie. Donc il va être obligé de mettre de l'eau dans son vin et de corrompre un peu ces grandes valeurs aristocratiques. Frédéric Moreau, dans l'Éducation sentimentale, c'est un tout petit peu le même topo.
énormément de personnages de Balzac. C'est vrai que Balzac, c'est très intéressant parce qu'il s'est voulu un peu le sociologue avant l'heure de la société du début du 19e. Donc il a fait un roman sur les paysans, un roman sur les ouvriers, un roman sur la province, beaucoup de romans sur Paris, etc. Il a essayé d'embrasser comme ça le champ, c'est vraiment du roman réaliste. Et il se trouve que Balzac est plutôt un homme, je dirais, de droite, et même très à droite à l'époque, c'était un catholique traditionnaliste. Et Marx et Engels ont toujours dit qu'ils avaient trouvé dans les romans de Balzac beaucoup plus de matériaux qu'ils n'en avaient trouvé dans toute la philosophie sur le fonctionnement de l'argent dans la société. Parce que Balzac, réprouvant d'ailleurs ce glissement-là, a été l'analyste précis et méticuleux de la façon dont l'argent était en train de dominer la réalité. Bon, il y a évidemment un exemple absolu de ça, c'est le père Goriot qui se fait détrousser par ses filles, tout simplement. Donc c'est intéressant de voir que là le roman est devenu tellement réaliste et tellement attentif aux affaires d'argent que parfois il sert de document premier pour l'analyse de philosophes proches de l'économisme comme Marx et Engels. Après ça ne va pas cesser de se développer cette tendance réaliste du roman qui, encore une fois, intégrera les notions d'argent et les problématiques d'argent dans le récit même. Ça va même virer presque au scientifique du côté de Zola, hein, dont on sait que le postulat de son œuvre, il est très simple, c'est de dire que tout être humain est doublement conditionné, doublement déterminé par deux données extrêmement matérielles. Premièrement, sa naissance biologique, d'où la problématique de l'atavisme chez Zola, c'est-à-dire que quand le papa est alcoolique, en général chez Zola, le fils l'est aussi, ou la fille, où il y a tout un tas comme ça de choses qui se perpétuent biologiquement par le sang, mais ça c'est de la matière, c'est le corps, et évidemment, plus banalement, on est toujours déterminé par sa condition sociale. En gros, voilà, donc quand on décrit des ouvriers de la Goutte d'Or à Paris, dans l'Assommoir, eh ben, ils sont complètement ouvriers, ils sont complètement tributaires des conditions matérielles dans lesquelles ils évoluent. Évidemment, ce mouvement-là va créer un contre-mouvement, comme souvent dans la littérature, et ça ne va pas cesser. Il y a un compagnon de route de Zola qui s'appelle Huysmans, que vous connaissez peut-être, qui lui a dans un premier temps épousé le naturalisme de Zola, son réalisme, son réalisme scientifique, et qui après s'en est désolidarisé, qui a dit que ce n'était pas une bonne voie pour le roman, et qui lui, au contraire, a commencé à promouvoir le réalisme de l'âme, c'est-à-dire que ce qui doit intéresser le roman, ce n'est pas du tout la gangue matérielle qui entoure les choses, c'est l'âme elle-même. Donc on est revenu aux choses de l'esprit, on va directement aux considérations spirituelles sur l'amour, le temps, la mort, la vie. Et il a même inventé un personnage qui est vraiment l'anti-Zola, qui est le personnage de Des Esseintes, qui est un dandy. C'est quoi un dandy ? Stricto sensu, un dandy, c'est quelqu'un qui invente en permanence le réel, qui pense que l'artifice domine toujours le réel, qui repeint sa vie toujours aux couleurs auxquelles il a envie de la repeindre. Et le dandy des Esseintes, il habite dans une niche totalement isolée du monde, qu'il reconfigure à sa manière en fonction de ses caprices. Alors évidemment, il faut pouvoir se le permettre, mais bien sûr, parce que Des Esseintes est un aristocrate, donc il a des rentes qui le lui permettent. Et là, on revient à des problématiques qui sont liées à la classe. Sans doute qu'une littérature qui émerge de l'aristocratie est plus prompte à se désintéresser des conditions matérielles. C'est évident que... Pourquoi d'ailleurs l'art réaliste en vient toujours à parler prioritairement du peuple ? C'est parce que quand vous manquez d'argent, vous êtes évidemment davantage confronté que les autres au réel, alors qu'il y a un certain niveau de vie qui vous permet de vous affranchir de tout un tas de données du réel. Si vous avez énormément d'argent, par exemple, se déplacer n'est plus un problème. Donc vous sentez moins les kilomètres. C'est des choses comme ça. Alors évidemment, après, dans la littérature du XXe, chacun choisira son camp, mais je pense que c'est plutôt un critère rigolo que d'essayer de lire un roman en se disant, tiens, quelle part il fait aux conditions matérielles réelles des personnages. Alors parfois pas du tout. Je pense que chez Amélie Nothomb, par exemple, pour citer des contemporains, c'est jamais le cas. Elle est plutôt dans une fantasmagorie qui fait que les personnages sont souvent décalés de données matérielles. Pour prendre un écrivain très connu contemporain qui irait à l'inverse, on pourrait parler de Houellebecq, qui lui au contraire est un écrivain réaliste, qui d'ailleurs se reconnaît de Balzac dans certaines interviews, et qui prétend rendre compte vraiment de la vie réelle dans laquelle évoluent les gens, et donc vous trouverez beaucoup de considérations d'argent dans les romans de Houellebecq. Donc ça c'est sur le contenu des œuvres elles-mêmes. Je voudrais maintenant parler de l'occultation dans le discours même des écrivains, ou des gens, encore une fois, qui ont à voir avec la chose littéraire. Alors c'est vrai que c'est très frappant de voir que, il m'arrive de croiser des écrivains quand même, par la force des choses,
Et ben, il est très peu question d'argent entre nous, je dirais. Il est très peu question d'argent, et ce qui est assez bizarre, puisque de toute façon, n'importe qui a à voir avec l'argent. Alors, c'est cette occultation-là que je voudrais essayer d'expliquer. Pour moi, elle a deux raisons fondamentales, antagoniques mais pas. C'est que souvent, on ne parle pas d'argent chez les écrivains parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce qu'on en a trop. Alors la deuxième raison, je vais aller très vite dessus, je vais passer très vite dessus parce que ça concerne très peu de gens. L'immense majorité des écrivains n'ont pas d'argent, en tout cas ne vivent pas de leur plume. C'est ça qu'il faut dire, et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on n'en parle jamais. Donc le statut économique de l'écrivain, quel est-il ? C'est très simple, c'est une question d'équation. Il ne vous a pas échappé qu'il y a beaucoup de livres qui se publient en France. Il en est pour le déplorer, c'est un discours récurrent dans la bouche de certains, savoir qu'il y a trop de livres qui se publient. C'est un discours qui est aussi vieux comme la littérature, puisque je suis tombé récemment sur un texte du milieu du 19e de Sainte-Beuve qui déjà disait ça. Donc voilà. Évidemment, ça ne s'est pas arrangé. On sait très bien qu'il y a 700 romans qui sont publiés à la rentrée de septembre, 700 en janvier, et puis beaucoup tout le reste de l'année. Donc ça fait beaucoup de romans. Et c'est vrai que si vous mettez bout à bout tous les gens qui, à un moment ou à un autre, ont publié, je ne parle même pas des livres en général, genre des guides du vin ou un livre sur, je ne sais pas, la philosophie chinoise. Je vous parle de romans. Si vous mettez bout à bout tous les gens qui, en France, à l'heure où je vous parle, ont publié déjà au moins un roman, ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens. Le problème, c'est qu'il n'y a pas quand même énormément de lecteurs. Il y en a plus qu'on le dit. Les gens n'ont jamais autant lu. Toutes les statistiques le montrent. Après, ils ne lisent pas forcément des romans en priorité. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de lecteurs. Je peux en témoigner. Cela dit, il y a quand même peu de lecteurs par rapport à ce qu'il y a d'écrivains. Donc ça crée, si vous voulez, un rapport, je ne vous apprends rien, de producteur à consommateur qui est quand même très défavorable aux producteurs. Donc ce qui fait que l'immense majorité des gens qui publient des romans n'ont pas de lecteurs. Je veux dire, c'est-à-dire qu'ils peuvent en vendre 100, 200, 300. Ça, c'est l'immense majorité, vraiment. Il y a une petite minorité qui en vend, disons, décemment. Alors, décemment en littérature, vous avez vendu 2000 romans, vous pouvez être content. Vraiment, c'est ce qu'on appelle une réussite plutôt dans le milieu éditorial. Alors qu'en cinéma, par exemple, un film qui fait 50 000 entrées, on considère ça comme un bide. Et puis alors, vous avez une toute petite minorité, mais alors extrêmement petite, peut-être l'affaire de 20, 30, 40, 50 écrivains qui vendent beaucoup et qui donc gagnent leur vie avec leur plume. Très très petite minorité. Un petit peu comme dans le milieu de la musique finalement aussi pour... Alors, on pourrait dire que c'est quand même un non-sens économique cette affaire. C'est-à-dire que vous avez tous les ans énormément de livres qui se publient et dont on sait très bien qu'ils ne seront pas achetés. Alors, par rapport à une loi de base économique, dont on sait qu'elle n'est pas toujours respectée, mais qui quand même reste quand même le b.a.-ba du commerce, à savoir la loi de l'offre et de la demande, il y a comme une anomalie économique, vraiment. C'est une espèce de zone de non-droit, la publication de livres pour ça, ou la fabrication, alors qui s'explique tout à fait bien. Donc on publie beaucoup de livres dont on sait qu'ils ne seront pas achetés et qui finiront d'ailleurs à être pilonnés. Il y a des lieux pour ça où on pilonne tous les jours des livres à outrance. J'en ai visité un et ça fait un drôle d'effet, je dois vous dire. C'est un peu le mouroir des livres. Comment ça s'explique cette chose-là ? La première chose, c'est que le prix de revient d'un livre, ce que ça coûte d'en faire, tout simplement, de fabriquer, est très bas. Faire un livre matériellement, c'est rien. C'est pas comme faire un film. Ça coûte énormément d'argent de faire un film. Un livre, c'est un peu de papier, c'est un peu d'encre, et puis voilà, ça fait un livre. Mais surtout, c'est le producteur du livre, celui qui fait le livre, qu'on ne paye pas. C'est-à-dire que l'écrivain n'est pas payé. Alors comment ça se passe le système ? On touche des avaloirs quand on publie un livre, ce qu'on appelle des avaloirs. Ce qui n'est pas le cas dans toutes les maisons d'édition. Par exemple, les éditions de minuit ne versent pas d'avaloirs. Et puis les petites maisons qui n'ont pas les moyens n'en versent pas non plus. Enfin, en général, on vous donne un avaloir qui est considéré comme une espèce d'avance sur les recettes du livre, qui d'ailleurs ne viendront jamais. Donc c'est bien, c'est toujours bon à prendre. Mais comme ces recettes, on sait bien qu'elles seront pauvres, les avaloirs sont petits. Ça peut être de l'ordre, moi je ne sais pas, pour mon premier roman, j'avais touché un avaloir peut-être à l'époque, quelque chose comme 1000 euros peut-être. Alors on peut dire c'est beaucoup, mais en fait non, c'est très très peu par rapport au temps que prend un livre. Un livre, alors il se trouve que ce premier livre, moi je l'avais écrit en 2-3 mois, ce qui n'est pas énorme, mais un livre peut prendre 2-3 ans. En tout cas, un livre prend toujours beaucoup d'heures. Et si par exemple on payait au SMIC horaire l'écrivain, l'avaloir, ça serait quand même très supérieur à 1000 euros.
Ça, c'est la première raison pour laquelle finalement il y a ce non-sens qui dure, c'est qu'en fait, le producteur n'est pas payé. Alors on pourrait dire que le producteur pourrait se révolter. Enfin, l'ouvrier du livre, enfin, le vrai ouvrier du livre, c'est-à-dire l'écrivain, pourrait se révolter quand même, parce que il gagne, enfin, il passe des heures et des heures à l'ouvrage, et puis finalement, il ne gagne rien. Alors pourquoi est-ce qu'il ne se révolte pas? Alors ça, c'est très simple. Il ne se révolte pas parce que d'abord, l'écrivain travaille seul. Alors, on le sait, ça, dans l'histoire syndicale. Pourquoi il y a des grands bastions de lutte sociale et des bastions qui sont moins des bastions de lutte sociale? C'est parce que Renault a été toujours un grand bastion de lutte, parce qu'il y a beaucoup de gens dans le même lieu. Donc vous avez 3000 ouvriers dans une usine, et ils peuvent se parler, et puis un jour ils font grève, et ça se voit. Si vous bossez tout seul, faites jamais grève. L'écrivain bosse tout seul, devant son ordinateur. Par ailleurs, l'écrivain, je ne dirais pas qu'il est individualiste, en tout cas il est objectivement individualiste, au sens où il travaille tout seul, et par ailleurs, s'il est devenu écrivain, c'est probablement que c'est quelqu'un qui cultive une certaine solitude, je pense. Je ne veux pas faire de psychologie grossière, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut quand même être un peu bizarre pour passer des dizaines, des centaines, des milliers d'heures seul à se tuer le dos sur un ordinateur pour pondre un livre qui sera à peine lu. Il y a quand même quelque chose, il y a quand même une espèce de pathologie là qui est au travail. Qui fait que les écrivains ne sont jamais les plus prompts à se fédérer entre eux pour devenir une force de revendication. Contrairement à ce que sont les cinéastes, par exemple. Les cinéastes sont habitués à travailler avec du monde, avec beaucoup de monde. Il y a du monde sur un plateau. Et les cinéastes français ont souvent su se joindre leurs forces pour lutter contre telle ou telle chose. Je pense par exemple aux accords du GATT au début des années 90. Ils s'étaient comme ça ligués entre eux pour défendre l'exception française. Je passe sur ce dossier, mais qui est d'ailleurs un dossier toujours brûlant. J'y reviendrai d'ailleurs un peu plus loin. Les écrivains, donc, n'ont pas cet aspect-là. Et puis alors, il y a une chose qui fait qu'ils revendiquent moins aussi, c'est sans doute que s'ils avaient à revendiquer et à mettre carte sur table pour négocier quelque chose avec qui de droit, avec je ne sais pas qui d'ailleurs, il faudrait qu'ils donnent un certain nombre d'informations qu'en général ils retiennent. Et l'information principale, c'est que précisément, ils ne vendent pas de livres. Donc je pense qu'il y a comme une espèce de honte dans cette affaire-là, ou en tout cas l'envie inconsciente de ne pas trop la ramener là-dessus. Il y a énormément de gens qui circulent dans le champ social comme écrivains, mais il faut savoir qu'en fait, ils ne vendent pas, ils ne gagnent pas leur vie avec leur plume. Donc disons, l'imposture serait un peu démasquée en quelque sorte. J'exagère un peu, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà pour le statut de l'écrivain. Alors c'est vrai qu'après, quand on se balade dans les festivals littéraires, c'est rigolo parce que vous voyez beaucoup d'écrivains qui sont là et on ne parle jamais par exemple comment les écrivains vivent. La grande majorité des gens qui publient des livres en France vivent d'un autre métier, bien sûr. Ce métier peut être prof, je suis bien placé pour le savoir. Ce métier peut être journaliste, peut être d'ailleurs quelque chose qui n'a rien à voir avec la littérature, par exemple médecin, on en connaît quelques-uns. Alors c'est rigolo parce que dans les festivals littéraires, il arrive qu'un écrivain dise « moi j'ai un métier à côté ». Alors moi, quand j'avais écrit l'anti-manuel de littérature, je m'étais un petit peu moqué de cette expression. J'ai un métier à côté. J'écris et j'ai un métier à côté. Parce qu'évidemment, d'un point de vue strictement social, c'est l'inverse. J'ai un métier qui me fait manger et à côté, j'écris des livres qui sont publiés et qui éventuellement sont un peu lus. Bon, on voit bien pourquoi l'écrivain dit j'ai un métier à côté, c'est parce qu'il privilégie l'activité d'écriture, ce que je peux comprendre. Je dirais, elle est suffisamment importante pour moi pour que je puisse comprendre qu'elle soit importante pour les autres. Donc il fait une hiérarchie de ses intérêts, de l'investissement affectif dans telle ou telle activité. Et généralement, effectivement, un écrivain, quelqu'un qui publie des livres et qui, par ailleurs, je ne sais pas moi, serait quoi, je sais pas, employé à la Poste, évidemment, il investit plus de choses, effectivement, dans son travail d'écriture. Donc, voilà, on se retrouve avec cette situation qui est une inversion un petit peu sociale, mais qu'on peut comprendre en général. Alors je passe évidemment sur ceux dont le métier à côté est à voir vraiment avec le champ littéraire, voire avec le milieu littéraire, ce qui crée évidemment beaucoup de choses extrêmement troubles, très françaises d'ailleurs. Vous avez beaucoup d'écrivains qui sont en même temps critiques littéraires ou qui sont journalistes littéraires ou alors qui sont éditeurs eux-mêmes. Alors évidemment ça crée un magma de conflits d'intérêts, de délits d'initiés. Je vous passe sur
cette sauce salade-là qui est assez sordide, je dois dire. Je suis bien placé aussi pour en parler, puisque je publie des livres et par ailleurs je fais de la critique littéraire. Il m'arrive de présenter des livres à la télévision, donc je suis moi-même coupable d'être un peu des deux côtés, et peut-être que je ne devrais pas, mais en tout cas je suis, sinon acteur, du moins témoin d'un certain nombre de choses assez troubles. Mais je vous passe là-dessus, parce que ça serait la vieille histoire du cynisme de l'humanité, c'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pourquoi les gens cumulent. Parce que finalement, il y a beaucoup de gens, vous leur proposeriez d'arrêter des critiques littéraires et de ne faire qu'écrire des livres, ils seraient super d'accord. Au contraire, ils pourraient consacrer l'ensemble de leur énergie et de leur journée à ce qui leur importe au premier chef, à savoir d'écrire des livres. S'ils cumulent, c'est parce que précisément ils ne vendent pas de livres, donc il faut bien manger. Et donc alors ils trouvent un métier qui est un peu approchant, par exemple la critique littéraire. Alors après, pourquoi est-ce qu'ils cumulent les supports ? Parce que vous trouverez beaucoup de critiques littéraires qui écrivent dans le magazine littéraire, dans Lire, dans l'Express, une chronique je ne sais pas où. J'en suis aussi, mais enfin moi maintenant c'est devenu plus un plaisir qu'une nécessité. Mais c'est parce que précisément la pige, ce qu'on appelle une pige, c'est-à-dire vous faites un petit papier sur un livre dans le magazine littéraire de 3000 signes, est très mal payée. Pourquoi est-ce qu'elle est très mal payée ? Parce que les livres ne se vendent pas beaucoup et donc la presse sur les livres ne se vend pas beaucoup. Donc en gros, ça brasse un chiffre d'affaires qui n'est pas énorme. Donc on est obligé de cumuler les activités et les supports, ce qui crée des choses bizarres. Il y a des gens qui écrivent à la fois dans Libération et dans le Figaro. Bon, il y a comme ça, il y a des anomalies un petit peu bizarres. Le chiffre d'affaires, il n'est pas énorme. Cela dit, il est quand même conséquent. Le livre, c'est pas rien non plus en France. Simplement, évidemment, peu de gens s'arrogent une part énorme du gâteau. C'est comme ça, un petit peu comme dans tous les domaines de l'économie, j'ai l'impression. Et c'est vrai que les plus gros, on les connaît, c'est Marc Lévy, Guillaume Musso, Anna Gavalda, par exemple, qui vendent énormément de livres, qui gagnent très très bien leur vie. Et puis après, les choses... et ça, j'en viens à la deuxième raison pour laquelle on occulte l'argent, c'est-à-dire qu'on en gagne trop. On sait bien que ça devient presque indigne et honteux, puisque c'est comme dans d'autres domaines de l'économie, on l'a suffisamment entendu depuis ces derniers mois. L'argent appelle l'argent. Et qu'à partir du moment où vous avez mis le pied dans le succès, vous avez tout un système comme ça qui développe des revenus complètement exponentiels. Moi, je l'ai vu, j'ai eu un succès majeur, disons, dans ce que j'ai pu écrire. J'ai toujours un peu vendu, mais j'ai beaucoup vendu un livre. On voit très bien comment ça se passe. Vous commencez par le vendre beaucoup. Alors là, ça commence vraiment à partir de 100 000, de 200 000, vous commencez vraiment à gagner de l'argent sur vos droits d'auteur. Et puis en plus, alors il se trouve que le film est adapté au cinéma, enfin le livre est adapté au cinéma, ce qui rapporte encore plus d'argent, surtout que le film a été un peu visible. Et puis tout ça, évidemment, attire les convoitises de l'étranger. Donc vous avez les traductions qui commencent à tomber. Alors ça, c'est très sympa, les traductions. Je vous le recommande. Parce que un jour vous vous levez le matin, vous ouvrez votre boîte mail et puis là vous avez un mail de votre éditeur qui vous dit tiens, les Australiens voudraient traduire ton roman. Ils proposent 50 000 € et tu prendrais 40 000. Qu'est-ce que tu en penses ? En général, vous répondez oui, je vous le cache pas. Et c'est marrant parce que vous aviez l'impression d'avoir dormi pendant la nuit. En fait, non, vous avez gagné 40 000 € sans rien faire. Donc on en arrive là à ce qui, moi, me fait toujours un peu marrer dans disons, nos sociétés, et puis je crois que ça sera toujours le cas, donc c'est pour ça que j'en ris plutôt que de le déplorer, à savoir qu'il y a quand même un système de distribution des richesses et des revenus qui est complètement délirant, bien sûr. Et moi, je trouve toujours presque obscène de continuer à parler de mérite ou de méritocratie, alors que, justement, vous vous levez le matin, vous n'avez rien foutu de votre nuit et vous gagnez 40 000 €. Enfin, il y a quand même un moment. Alors on pourrait dire oui, mais enfin quand même, c'est parce que tu as eu un succès. Oui, mais enfin bon, c'est pas. D'abord, un succès n'est jamais une garantie de qualité. C'est pas parce qu'un film ou un livre a du succès qu'il est bon. Et d'ailleurs, c'est pas pour autant qu'on a sué sur la feuille. Voilà, il y a même des succès parfois de livres qui ont été écrits en très peu de temps et avec très peu de speur et de courage. Donc l'histoire de mérite n'est pas là-dedans. Donc c'est une autre raison pour laquelle on occulte un petit peu la problématique d'argent. Je pense que Marc Lévy n'aime pas beaucoup parler de l'argent qu'il gagne avec ses livres, parce qu'il sait bien que c'est obscène. Il a assez de dignité et de lucidité pour savoir que tout ça est évidemment indu. Donc aux deux côtés, moi j'en parle assez volontiers, parce que je gagne beaucoup moins que lui, et puis parce que peut-être que j'aime plus rigoler que lui, mais je pense qu'il serait d'accord avec moi. Et je le dis ça, moi j'ai beaucoup de respect pour ce type, c'est pas du tout pour le prendre comme repoussoir. Alors après, pour en venir à quelque chose peut-être de plus profond, et puis je finirai sur cet aspect-là,
qu'est-ce qui, dans l'activité littéraire elle-même, indépendamment de la condition sociale de l'écrivain, fait qu'on y parle peu d'argent ? Parce que, comme il a été très bien dit en introduction, il y a probablement à la base quelque chose de fondamentalement antinomique, antagonique, voire complètement antithétique et conflictuel même, entre la chose littéraire et la chose financière ou la chose commerciale. C'est évident que l'activité littéraire, elle est, quand on la regarde bien, elle est en exception du fonctionnement de base du commerce. D'abord parce que souvent son activité elle-même vous excepte du monde, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, une activité solitaire. Souvent c'est une activité d'ailleurs qui demande un certain recueillement, un retrait du monde. Il faut un peu de calme, il faut un peu de concentration. Donc vous êtes un peu seul. Il est très fréquent qu'un écrivain s'isole à la montagne ou à la mer ou loue une maison ou essaie vraiment de se ménager comme ça une espèce de niche comme le dandy des Esseintes pour pouvoir écrire. Et là, il y a une temporalité, un rythme qui ne correspond absolument pas au rythme du travail, disons, classique. Et on n'est pas du tout non plus dans le même système de rémunération, comme je l'ai dit, dans le même rapport, disons, entre la sueur et la production. On n'est pas dans la productivité comme on peut l'être sur le marché du travail. Donc il y a vraiment des choses comme ça qui s'opposent fondamentalement. Je citerai un critique contemporain et un intellectuel contemporain qui s'appelle William Marx, qui n'a rien à voir avec le précédent, et qui a écrit un très beau livre récemment qui s'appelle « Vie du lettré ». Le lettré, en gros, l'écrivain, pour aller vite. Et il essaie d'en décrire la vie, et il dit à un moment, l'activité lettrée se situe en marge des circuits économiques normaux. Elle constitue un champ autonome disposant de ses propres valeurs et de ses propres règles. Où je rejoins l'introduction tout à l'heure. Et c'est vrai que ça, c'est ce qui permet, je pense, d'élucider en partie l'état de la société française et l'état des conflits d'opinion dans la société française. Mais c'est un truc qui est vieux comme la France, mais qui a eu tendance à s'aiguiser un petit peu ces dernières années, à savoir des intérêts et des occupations du temps qui sont totalement antinomiques. D'un côté, vous auriez en gros le champ culturel, qui ne représente pas grand monde, mais quand même, et qui sont des gens qui évidemment sont dans une temporalité qui est très particulière par rapport à celle d'un commerçant. Le commerçant se lève le matin, il faut qu'il vende ses produits, s'il les vend, il fera du profit, il pourra perpétuer son entreprise, voilà. L'activité culturelle n'est pas de cet ordre-là. Vous levez le matin, vous allez pondre 20 pages et il n'y aura pas de fric au bout. Il y aura pas, vous n'êtes pas sûr de vendre votre livre. Donc vous avez un rapport comme ça avec le réel qui n'est pas du tout le même. Et donc ça structure beaucoup, je pense, le champ politique français. Le type qui se lève tôt le matin, pour reprendre la formule de Sarkozy, oui, c'est ça. C'est que moi je produis, moi je suis productif, moi j'aide mon pays. Alors que les espèces d'assistés là, subventionnés par l'État et par le ministère de la Culture, ils ne produisent pas grand-chose. Donc, je le dis sans malice d'ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose qui permet d'expliquer un certain nombre de mentalités. Alors, Nicolas Sarkozy a évidemment poussé un petit peu cette affaire-là, puisqu'il a tendance toujours un petit peu à aiguiser les tensions, et à opposer un peu deux France. Alors c'est sorti par exemple par un truc qui a fait grand bruit dans le champ littéraire, c'est sa sortie sur la princesse de Clèves. Alors il y avait cette fameuse... Alors c'était un concours de je ne sais plus pour quelle école, et on faisait plancher le candidat sur la princesse de Clèves. Et Sarkozy avait donc fait ces sorties qui restaient mémorables dans le champ culturel, à savoir que quand même, quel intérêt de connaître la princesse de Clèves pour exercer, alors je ne sais pas, une fonction de manager ou une fonction, je ne sais pas, même de haut fonctionnaire à la rigueur, qui aurait comme ça un technocrate qui aura des dossiers extrêmement techniques. Le postulat de Sarkozy, c'est que la princesse de Clèves l'aidera pas beaucoup. Il n'a pas tort. Je ne pense pas que la princesse de Clèves soit immédiatement opératoire. Mais c'est ça, justement. C'est qu'on n'est pas exactement dans la même zone d'efficacité. Alors, ce qui s'est passé au Salon du Livre cette année, parce que ça fait grand bruit dans le champ littéraire, au Salon du Livre, vous aviez des badges « Je lis la princesse de Clèves ». C'était une espèce de résistance comme ça. Bon, alors moi, où j'ai toujours tendance à... Moi, j'ai été structuré, j'ai été éduqué... et puis après mes études, et puis maintenant mon activité sociale, ma raison sociale fait que j'aurais tout pour hurler avec les loups qui avaient leur badge au Salon du Livre. Et pourtant, j'arrive pas à hurler avec eux. Parce que d'une part, je pense que Sarkozy a un peu raison d'une certaine manière. Je ne suis pas très sarkozyste, mais je pense qu'il faut quand même entendre ce qu'il est en train de dire, ou en tout cas ce dont il est le porte-voix en quelque sorte. Et c'est effectivement le producteur réel qui
c'est toujours un peu perplexe devant le producteur improbable qu'est un artiste. Et donc je pense qu'il y a une vraie problématique qu'il faudrait creuser plutôt que de tout de suite monter sur ses grands chevaux. L'autre raison qui est plus anecdotique, mais qui moi est au cœur de tout ce que je pense du champ culturel en général, c'est que j'ai vu défiler devant moi beaucoup de gens qui avaient le badge « Je lis la Princesse de Clèves » parce que je faisais des signatures au Salon du Livre, et à chaque fois je leur demandais s'ils l'avaient lu. Et à chaque fois, on me répondait non, ou alors ouais, au lycée, mais sinon, voilà. Donc je trouve toujours un peu bizarre de brandir un livre contre Sarkozy, un livre qu'on n'a pas lu. Et ça, je pense que c'est aussi une fâcherie que je peux avoir parfois avec le champ culturel qui dit culture, 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 et qui oublie tout simplement de pratiquer la culture. Alors, ce qui ne me réconcilie pas non plus avec le commerçant qui pense qu'il faut sucrer définitivement les subventions pour tel théâtre municipal ou pour tel cinéma municipal qui essaie de ramer, qui essaie d'avoir une programmation un peu originale et qui essaie d'offrir des choses de qualité à la population. Ce n'est pas pour autant que je vais passer de l'autre côté. Mais enfin, je pense que ça situe assez bien le débat. Alors il y a un truc qui moi me frappe beaucoup dans le champ littéraire, dans la façon dont on parle d'argent, c'est la façon dont ça perpétue finalement la tradition religieuse. Dans l'activité littéraire, il y a quelque chose de religieux, on est seul, on se recueille en soi-même, on est un peu face à son esprit, un peu comme les moines le sont. Il s'agit de s'abstraire comme ça des contingences pour pouvoir contempler les choses de l'esprit, et Dieu lui-même éventuellement, dans un bon jour. Alors, il y a toute une tradition de grands écrivains qui sont des catholiques, des chrétiens, et qui même ont utilisé leur œuvre par prosélytisme chrétien, comme Blaise Pascal, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit des pensées, qui est une espèce qui s'appelle l'apologie d'ailleurs, et donc une démonstration de l'existence de Dieu, en tout cas de la nécessité d'y croire. Des gens comme Bernanos ou ce genre-là. Mais je pense que même des écrivains qui ne seraient absolument pas catholiques ni prosélytes en faveur du christianisme ont gardé quelque chose de ce que Bourdieu appellerait un habitus chrétien, c'est-à-dire cette idée de promouvoir les valeurs spirituelles par rapport aux valeurs matérielles. Alors il y a par exemple un rapport à la terre qui serait intéressant d'utiliser, ou alors, pour le dire plus rapidement, un rapport, je pense, aux valeurs verticales par rapport aux valeurs horizontales. Ça me paraît vraiment fondamental, et le nœud de l'affaire, pour tout dire. La valeur verticale, quelque chose prend sa valeur à partir du moment où il regarde à quelque chose de transcendantal. Alors, la littérature aura une valeur comme ça spirituelle. D'abord, elle est éternelle, elle a une postérité. Je peux lire maintenant un texte d'Aristote et il est toujours là, il n'est pas tributaire des contingences temporelles. Il n'a pas simplement de valeur là dans un échange ponctuel. Donc on est dans une verticalité qui est un rapport à la transcendance. Alors que l'argent, pour revenir à ça, l'argent, un billet de banque n'a de valeur qu'horizontale. Ce que j'appelle horizontal, c'est qu'il n'a de valeur que dans le relatif des échanges. Il n'a pas de valeur comme ça dans son absolu, donc c'est ça que j'appelle le vertical, mais il a une valeur usuelle, une valeur d'usage, on pourrait dire, pour continuer un peu Marx. Alors ça change tout, parce qu'on est dans le relatif. On est dans quelque chose qui en soi n'a pas de valeur et qui ne joue que dans l'échange. Alors que précisément l'écrivain, quand il écrit, il essaie de se sortir hors du système des échanges. Il est un peu seul avec lui-même ou seul avec les siècles, avec les valeurs fondamentales et des choses comme ça. Alors il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Mallarmé, qui au moment où il essayait une image qu'il a utilisée pour décrire le verbe poétique, qui est une espèce de littérature au carré, la poésie, une hyper-littérature. C'est quoi la différence, dit-il, entre un énoncé littéraire et un énoncé usuel, des énoncés qu'on produit comme ça quotidiennement? C'est que l'énoncé quotidien n'a de valeur que dans l'échange, c'est-à-dire qu'il est adressé à quelqu'un et en retour, il en attend quelque chose. Par exemple, « Passe-moi le pain », c'est un énoncé assez peu poétique et qui est réductible à son utilité. C'est-à-dire que A dit à B, passe-moi le pain, B dit à A, passe le pain, et voilà, l'énoncé est annulé, il a circulé en fonction de l'échange, et il n'avait pas de valeur en soi hors de cet échange-là. Mallarmé dit qu'au contraire, le verbe poétique, c'est celui qui a une valeur en soi, par sa beauté, par exemple. Un énoncé poétique est beau en soi, indépendamment de ce qu'il dit, de ce qu'il veut provoquer, de ce qu'il veut susciter chez celui à qui il s'adresse.
Et d'une certaine manière, le poète s'adresse à Dieu ou s'adresse aux valeurs fondamentales, mais il s'adresse à personne. Et alors la métaphore qu'utilise Mallarmé, c'est pour décrire la langue usuelle, la langue relative, la langue de l'échange, c'est la monnaie. Il dit que le verbe poétique est le contraire d'un verbe de monnaie, qui ressemblerait à de la monnaie. Donc on revient toujours à ce rapport entre le vertical et l'horizontal, entre ce qui circule et ce qui ne circule pas, ce qui a une valeur comme ça en soi, indépendamment, encore une fois, du système d'échange dans lequel il s'inscrit. Alors ça, évidemment, à partir du moment où on a compris ce paradigme-là, on peut le faire jouer très très vite, et je pense qu'il y a dans les valeurs, disons, qui président parfois à l'activité littéraire, une forme de haine de la circulation, de ce qui circule, qui peut se décliner de mille manières, ce qui fait que dans la philosophie, dans les littératures, il y a une grande tradition de la haine de l'argent, parce que ça circule, mais également parfois aussi de la haine des corps, ou de la haine des corps tels qu'ils circulent. C'est-à-dire que vous avez une pièce de Musset, par exemple, où un personnage dit « Est-ce donc une monnaie que notre amour pour qu'il puisse ainsi passer de main à main jusqu'à la mort ?» C'est-à-dire, évidemment, c'est un amoureux qui est en train de dire à la femme qu'il convoite qu'il déplore le fait que le corps de cette femme circule d'amant en amant. Il voudrait qu'il y ait une verticalité de leur amour, c'est-à-dire qu'ils seraient deux, ils s'aimeraient, ils se regarderaient dans le blanc des yeux, et il serait dans l'intemporalité de l'amour absolu. Alors que ce personnage-là est plutôt dans la circulation des corps. Problématique qu'on retrouvera dans ce que je trouve une des plus grandes pièces et une des plus grandes œuvres de l'histoire de la littérature, qui est le Misanthrope de Molière, tout simplement, qui est une pièce que je trouve d'une modernité absolue, où Molière ne donne pas forcément raison à ce qui ne circule pas. Comme quoi, au sein de la littérature, il y a aussi des francs-tireurs. Vous avez un personnage qui est Célimène, qui est une mondaine, une coquette, on pourrait dire. Elle tient salon et elle a l'art de la conversation. Elle aime la conversation, c'est-à-dire la parole qui s'échange, et où il faut être directement efficace, trouver le bon mot, et savoir répondre du tac au tac, où la valeur première, c'est la répartie. Donc où la langue n'est estimable qu'à partir du moment où elle s'inscrit comme ça dans un jeu collectif. Et Alceste, le misanthrope, amoureux de Célimène, déplore totalement que, Célimène séduise un peu tout le monde comme ça, et déplore ce verbe comme ça qui circule n'importe comment, alors que lui pense que le seul verbe digne de ce nom, c'est celui dont on accouche seul, dans sa cabane en bois au fond du jardin, et en parlant de l'absolu. Donc cette problématique, elle peut se diffuser comme ça de mille manières. Je pense qu'il y a aussi, dans beaucoup d'essais littéraires et dans beaucoup d'essais philosophiques, une haine de la circulation des corps et par exemple une haine de ce qu'on appelle le spectacle. Alors, pourquoi le spectacle ? Parce que l'argent, c'est aussi quelque chose qui prend de la valeur quand il s'incarne dans des choses qui se voient. Alors, sans parler du bling-bling, et on n'a pas attendu cette notion-là pour savoir qu'évidemment, il y a une notion qui est très connue, qui est celle de signe extérieur de richesse. Comme le billet n'a pas de valeur en soi, et bien évidemment, il s'incarne dans une possession qui sera particulièrement rutilante et qui donnera spectaculairement l'idée de la puissance de celui qui la possède. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec l'esprit littéraire, parce que par exemple, un livre n'est pas spectaculaire, ça ne vous aura pas échappé. Un livre, c'est rien, quand on le regarde, on ne peut pas savoir quel est son contenu. Il va falloir pénétrer, déchiffrer le code des mots. Ce n'est pas quelque chose qui a une efficace directe, une séduction directe. Voilà encore une autre façon de faire jouer le couple très très antagonique littérature et argent, mais pour qu'on ne se quitte pas comme ça sur un constat de gap absolu, parce qu'encore une fois, au sein de la communauté littéraire, vous trouverez quand même beaucoup d'écrivains qui ne vont pas forcément dans ce sens-là et dans le sens d'une réprobation de tout ce qui serait circulation, échange, spectaculaire, matérialité, etc. Je vais donner quelques petits exemples, et c'est promis cette fois j'aurai fini, de ce que j'appelle des tressages finalement entre les deux. Et que finalement entre la circulation de l'argent et la circulation des écrits, on peut peut-être trouver comme ça des points de compromis. Parce que je pense qu'évidemment, le couple que j'ai essayé de mettre en œuvre depuis une demi-heure, et comme tous les couples notionnels, il est très caricatural. Les choses sont évidemment plus complexes que ça dans la réalité, et les choses s'entremêlent de façon plus subtile. Alors, mon premier exemple serait celui du libéralisme, mais je parlerais plus spécifiquement de Voltaire, qui incarne en gros le libéralisme originel, la pensée libérale originelle, pas le libéralisme dévoyé qu'on a connu depuis quelques décennies.
et qui est sans doute arrivé à péremption là, depuis quelques années. Le libéralisme, à la base, il y avait ce calcul il fallait libérer le commerce, c'est l'avènement d'une classe qui voulait faire du commerce tranquillement et se libérer d'un certain nombre de carcans, mais libérer aussi les esprits. Et que c'était un des calculs de Montesquieu, par exemple, qui est un grand penseur libéral, l'un entraînerait l'autre, et inversement. Voltaire dit exactement ça dans son dictionnaire philosophique, il dit « Commencez par faire commercer les hommes entre eux et vous résoudrez l'intolérance, la méconnaissance réciproque que se vouent les peuples. » Vous savez que Voltaire a beaucoup parlé de l'intolérance, du fait que chaque peuple méprisait ce qui était différent de lui, à commencer par les Occidentaux. Donc faites du commerce ensemble, échangez entre vous, parce que les échanges commerciaux produisent de l'échange, et alors là vous résoudrez l'intolérance, les gens finiront par se connaître, par se connaître humain, et liés par cette humanité commune. Et voilà, c'était une espèce comme ça de philanthropie voltairienne et libérale, on peut dire aussi d'utopisme, parce que la suite des événements a montré que ce n'était pas si évident que ça, et que là il pouvait y avoir libéralisation des échanges, mais pas forcément libéralisation des mœurs. La Chine en serait un très bon exemple en ce moment, par exemple. Mais d'autres choses, et que parfois... Mais il y a cette tentative chez Voltaire, et qui était tout à fait sincère, et chez les penseurs libéraux originels, de faire se rejoindre, disons, une ambition spirituelle, la tolérance, les droits de l'homme, le respect, la justice, et un développement économique. Donc l'un n'est pas forcément à l'inverse de l'autre, en tout cas pour toute une tradition comme ça de penseurs libéraux. Je pense qu'il y a aussi Benjamin Constant qu'on pourrait citer. Une autre forme de tressage, c'est une chose très simple, là j'irai très vite, que rappelait Denis Oliven dans un livre qu'il a publié l'an dernier. Denis Oliven, qui était patron de la FNAC pendant très longtemps, et qui maintenant est au Nouvel Observateur, et qui a été consulté par le gouvernement Sarkozy sur les affaires de piratage, de gratuité sur Internet. Lui, il est complètement contre la gratuité, Denis Oliven, et il avait écrit un très beau petit livre qui rappelait un petit peu les noces éternelles de l'argent et de la création. C'est-à-dire que de tout temps, il a fallu de l'argent pour créer. Et c'est comme ça qu'il argumentait le fait que les créateurs doivent être rémunérés et que le piratage, finalement, à terme, menace peut-être la création artistique. Je ne suis pas du tout en train de me prononcer sur ce débat que je trouve très compliqué et sur lequel je n'ai pas d'avis, mais il faisait un petit historique qui est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Voilà, l'art a toujours fonctionné avec des mécènes, avec des livraisons d'argent, maintenant avec des subventions publiques, et un auteur, pour créer, a besoin d'argent. Donc tout ça n'est pas forcément déconnecté. Je voudrais prendre un exemple qui m'est plus familier, que j'avais essayé d'aborder, entre autres choses, dans mon livre sur Mick Jagger, dont il a été question tout à l'heure. J'ai écrit donc un livre sur Mick Jagger qui m'avait été commandé, où je parlais de beaucoup de choses concernant Mick Jagger, sa vie, le rock, la musique, la sexualité, ce genre de choses, mais où je parlais aussi beaucoup des années 60. C'était pour moi surtout un prétexte pour parler des années 60, les Stones et Mick Jagger, parce que je suis assez fasciné par les années 60. Que j'appelais dans ce livre la plus belle décennie du siècle, je parlais du 20e. Et c'est vrai que, presque objectivement, c'est quand même sans doute la décennie où il s'est inventé le plus de choses, à la fois socialement, politiquement, esthétiquement. Bon. Alors, ce qui est frappant dans les années 60, alors, vous savez, quand on parle de rock, comme dans pas mal de domaines, on rêve toujours, alors les rockers entre eux, ou les fans de rock, rêvent toujours d'une forme d'âge d'or. Et l'âge d'or n'est pas du tout un moment où la musique rock était au sommet, c'était plutôt un âge où le rock était pur. Et qu'est-ce que ça veut dire pur ? Eh bien, comme d'habitude, ça veut dire il n'avait pas encore été récupéré par le système économique. On rêve toujours de ce moment-là, pour tous les arts d'ailleurs. En rock particulièrement, parce que c'est une musique rebelle un peu. Et généralement on situe, alors c'est compliqué de situer ce moment-là, mais évidemment quand les bluesmen chantaient dans les champs de coton, là au moins ils étaient esclaves, ils chantaient, c'était pur, c'était beau, ils ne gagnaient pas d'argent, c'était génial, ils n'étaient pas récupérés. Alors parfois on parle aussi de l'âge d'or comme les années 60. Les années 60 c'était avant la grande récupération par le système. Alors ce qui est évidemment une belle connerie quand on connaît dans le détail les années 60, c'est-à-dire que dès les années 50, le rock est une machine à fric. Alors, de deux choses d'une à ce moment-là. Soit on dit, alors dans ce cas-là, ça ne m'intéresse plus. Ah bon, Elvis Presley, il faisait des disques pour gagner de l'argent ? Alors dans ce cas-là, j'aime plus Elvis. Ou alors j'aime plus les Stones parce qu'on apprend que Mick Jagger était quelqu'un de particulièrement attentif à ses contrats, qu'il a fait très très vite attention à comment ça marchait le business. D'ailleurs, Mick Jagger, exemple passionnant pour nous, puisqu'il a commencé par faire une école d'économie avant de devenir le plus grand chanteur de rock de tous les temps. Donc c'est intéressant.
Or, ce que j'essayais de démontrer, c'est que dans les années 60, ce n'est pas toujours le cas, mais l'argent et la création s'entre-stimulent. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Il arrive que l'argent corrompent l'art, vraiment, et produisent des produits, des films ou des livres, qui sont des films dont le seul et unique but est de faire des recettes et qui obéissent à un certain nombre de codes, et qui donc cassent un petit peu l'inventivité et la créativité. Mais il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'art, où les deux, au contraire, ont tendance à je dirais, se stimuler. Et c'est vraiment le cas des années 60, parce que c'est une machine à fric. Très vite, des producteurs s'emparent des groupes, les Beatles, les Stones, les Who et tout ça. Et du coup, comme ils savent que c'est très lucratif, qu'il y a une vraie demande, c'est la jeunesse qui est en train d'émerger, qui est très demandeuse de rock, eh ben, ils demandent toujours au groupe de faire beaucoup de disques. Et de pondre. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans les années 60, contrairement à ce qui se passe maintenant, les Stones, entre 63 et 65, ils sortent un single par mois. Tout simplement. Alors au début, c'est des reprises, puis après, c'est des créations à eux. Et alors après, entre 65 et 75, ils sortent un album par an, voire deux, en 67. Et à chaque fois, je vous passe sur l'idée, sur le constat assez unanime, que c'est des très grands albums qu'on peut réécouter maintenant. Donc, la pression économique de cette époque-là, qui disait surtout fabriquer des produits que nous, on puisse les vendre et que notre chiffre d'affaires grossisse, faisait qu'il y avait une hyper-créativité, qui en plus était, il y avait aussi une émulation entre les groupes et une concurrence. La fameuse concurrence entre les Stones et les Beatles, c'était une concurrence comme ça. Les Beatles avaient sorti un single et les Stones devaient faire beaucoup mieux 2 semaines après. Enfin, il y avait comme ça vraiment quelque chose qui a été émulatoire pendant un moment. Alors après, peut-être que par la suite, l'économie a un peu pris le dessus sur la créativité, mais en tout cas, ce moment-là a été un moment béni de l'alliance entre les deux. Je faisais dans le même livre un parallèle avec ce qu'a pu être le cinéma américain des années 40-50, le grand cinéma classique américain, qui était vraiment une machine à fric aussi déjà. Je veux dire, les producteurs hollywoodiens n'étaient pas des enfants de cœur, des esthètes qui étaient là pour, de façon désintéressée, faire des films. Mais il se trouve qu'ils faisaient le pari que la qualité était ce qui rapporterait le plus. Et c'est pour ça qu'ils faisaient appel à des grands cinéastes européens qui fuyaient pour la plupart le nazisme, par exemple Fritz Lang. C'est pour ça qu'ils faisaient appel à des grands cinéastes américains comme John Ford. John Ford était quelqu'un qui avait à la fois beaucoup de succès et dont vous pouvez revoir les westerns maintenant et qui sont toujours aussi géniaux. Il y a des moments comme ça où, encore une fois, les deux peuvent s'activer. Puis je finirai sur une figure qui m'est chère, et qui m'est chère comme à beaucoup de gens d'ailleurs, mais moi qui m'est chère jusqu'au bout, contrairement à beaucoup de gens dans le champ littéraire, c'est Rimbaud. Alors Rimbaud, le poète absolu, celui qui a révolutionné la poésie, celui qui a posé les bases de la poésie moderne, alors les gens sont très emmerdés dans le champ littéraire avec Rimbaud, pour 2 raisons. La première, vous la connaissez, c'est qu'il a arrêté. Alors comment voulez-vous maintenir l'hypothèse que la poésie se fait avec le plus profond en soi, avec une nécessité vitale qui fait que ça vous tient toute votre vie et que vous ne pourriez pas survivre si vous n'écriviez pas de poésie? Comment vous voulez argumenter cette hypothèse alors que le plus grand poète a arrêté au bout de 3 ans? C'est un peu compliqué à gérer pour les tenants de la nécessité poétique. Puis alors, il ne s'est pas contenté d'arrêter, cet imbécile. Il a arrêté pour faire du commerce. Au Proche-Orient, dans pas mal de régions comme ça. Et non seulement il a fait du commerce, mais il en a vraiment fait. Puis il aimait ça. Il aimait ça. On en a la trace dans certaines lettres qu'il a écrites à sa sœur, à sa mère, puis à d'autres collaborateurs. Il adorait ça, les jeux, les rapports de pouvoir, les rapports de production, toujours essayer de trouver un nouveau marché, essayer d'aller débaucher le chef d'une tribu, le machin, pour pouvoir faire un business de chameau avec lui, etc. Il adorait ça. Alors évidemment, tous ceux qui, dans le champ littéraire, postulent l'absolue incompatibilité entre l'intérêt pour l'argent et l'intérêt pour la poésie sont un peu emmerdés. Alors ils disent, mais non, ils trouvent une résolution, ils disent, il a été très poète, puis très commerçant. Ces 2 périodes complètement séparées. Voilà, s'il y a eu un Rimbaud 1 et un Rimbaud 2, et qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et évidemment, moi, je ne crois jamais à ça. Moi, je ne crois pas que dans la vie, il y ait des grandes ruptures. Plus je vieillis, plus je me dis que ce n'est pas vrai. Sauf peut-être traumatisme ou clash très violent, mais je pense qu'on déroule quand même toujours un peu son programme. Et j'aime à croire, ou alors il ne faut pas réfuter l'hypothèse que Rimbaud aurait continué la poésie par d'autres moyens en faisant du commerce. Et qu'il y a dans l'exercice de la poésie un élément qu'elle réprouve souvent elle-même, mais qui est réel, c'est un élément de séduction, bien sûr. C'est-à-dire que
l'écrivain, celui qui produit une œuvre littéraire, il n'est pas seulement en train de discuter avec l'éternité et avec les grandes valeurs spirituelles et intemporelles. Il s'adresse à quelqu'un, il s'adresse à un public, il s'adresse à un lecteur potentiel, qui parfois ne s'actualisera pas, mais en tout cas qui est potentiel au moment de l'écriture, et il essaie de le séduire, il essaie de l'enrôler, Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la ruse commerçante dans l'écriture aussi. Et ça, les Américains l'admettent très volontiers quand ils parlent, notamment dans le cinéma américain, où on admet très volontiers que faire un bon film, c'est faire un bon film, ça veut dire plaire aux gens, quoi. Dans une certaine tradition très élitiste européenne, c'est un peu moins mal vu. Alors moi, je viens de cette tradition-là, et je pense que c'est bien que quand on écrit un livre, on ne pense pas seulement à l'effet que ça fera sur le lecteur, et on ne pense pas seulement à essayer de séduire le grand nombre. C'est très bien que parfois on essaie simplement de pondre la phrase qu'on a envie de pondre, parce que c'est celle-là qu'on veut pondre, et que là on est seul avec soi-même, et c'est quand même assez précieux d'avoir cette autonomie-là, cette autarcie-là, j'ai envie de dire. En revanche, moi quand j'écris un livre, il m'arrive aussi de penser à des effets sur le lecteur, des effets de divertissement, des effets de drôlerie. J'essaie d'écrire des livres qui ont toujours une part d'humour, et l'humour n'a d'intérêt, ne prend de valeur qu'à travers le rire de l'autre. C'est-à-dire que c'est très très sympa de se prétendre drôle sans faire rire personne, mais c'est quand même un peu compliqué. Donc il y a les deux, et je pense que finalement la littérature, elle n'arrête pas de boitiller entre deux temporalités, la temporalité comme ça éternelle, et puis une temporalité plus contingente, plus vulgaire, plus multiple, et qui a plus à voir avec le commerce, oui, et qui est donc ce rapport avec le public. Je m'arrête là, je crois que j'ai déjà été un peu long. Merci. Donc, merci pour cette présentation et cette mise en contact très directe et sans phare, je dirais, du commerce et de l'argent, qui peut ressembler aussi au travers de la séduction, peut-être à un plaidoyer pro-domo, on dirait, pour l'œuvre de François Bégodeau elle-même. En tout cas, c'est une façon sans doute d'opposer le 19e et le libertinage du XVIIIe siècle et cette économie de l'échange des corps et des signes, et des biens aussi. Donc, sur tous ces thèmes qui sont très très riches, c'est le cas de le dire. Et merci de nous avoir consacré autant de temps qui est cher. Est-ce que vous avez des questions, histoire de rentabiliser? Voilà, monsieur. Est-ce que vos livres qui ont le mieux marché sont ceux dans lesquels vous avez écrit les phrases que vous aimiez écrire, ou ceux dans lesquels vous avez écrit les phrases qui sonnaient le mieux, disons? Très bonne question. Je ne sais pas, c'est plus compliqué que ça, mais disons que je répondrai d'une autre manière. Enfin, je vais répondre absolument, mais en détournant un peu le truc. Moi, la question que je me pose toujours, c'est quel rapport on a avec le lectorat et quel rapport d'estime on a avec le lectorat. Et moi, je me considère comme très démocrate, c'est-à-dire que je considère que les gens pensent ce qu'ils veulent, et que ce qui est beau dans la lecture, c'est qu'on peut lire un livre comme on veut le lire. Et donc, j'ai pas envie d'être au-dessus de l'épaule de mon lecteur et de lui dire « mais comment tu as pu aimer ce livre-là alors qu'en fait il est moins bon que celui-là » etc. Il faut comme ça avoir une espèce d'allégeance au goût des gens, et c'est comme ça. Sinon, on ne publie pas, sinon on n'offre pas, on ne fait pas circuler ses livres. Et moi, comme il a pu apparaître dans ce que j'ai essayé de dire, je ne suis pas très réfractaire à la circulation. C'est une des raisons pour laquelle je me déplace très volontiers, que je peux venir parler ici ou ailleurs. Comme le dit mon philosophe préféré Jacques Rancière, il faut aller parler avec tout le monde et partout, etc. Donc, alors après, ceci étant posé, c'est dur à tenir comme position, parce qu'en permanence, on est confronté au caractère très aléatoire du goût dominant et du goût collectif. Et je veux dire, j'ai suffisamment de lucidité aussi pour voir quand même qu'il y a aussi des traits caractéristiques d'un succès. Il n'est pas étonnant que le livre que j'ai vendu le plus
est par exemple un sujet sociétal extrêmement aguichant. Je ne l'ai pas prémédité comme tel, ça j'espère que vous m'accorderez le bénéfice du doute. J'étais prof, j'ai raconté une année de collège parce que je trouvais que c'était un vivier de scènes extraordinaires, la vie d'un prof de français dans un collège populaire. Je trouvais qu'il y avait du théâtre à écrire en fait, c'est ça ma motivation à la base. Et évidemment que ça croisait énormément d'enjeux sociaux et sociétaux très aigus dans la société française, plus d'ailleurs que je l'avais imaginé. Et je pense que y a pas... voilà, ce livre, pour moi, n'est pas meilleur que les autres que j'ai pu écrire. Simplement, il avait comme ça ce produit d'appel, j'ai envie de dire, très clair. Ce qui fait que c'est un succès qui est extrêmement trouble d'un point de vue strictement littéraire. C'est sans doute pas la qualité de sa phrase qui a fait que j'en ai vendu, je sais pas, 300 000, je sais pas à l'heure qu'il est. C'est sûrement pas ça. Alors après, si ça avait été vraiment mauvais, je pense pas qu'il serait allé si loin. Et que le bouche à oreille n'aurait peut-être pas fonctionné aussi bien, si vraiment les phrases étaient absolument illisibles. Bon, moi j'aime bien ce livre, je trouve que c'est plutôt du bon boulot, il n'y a pas de problème, mais on ne me fera pas croire que là, d'un seul coup, j'ai atteint un niveau littéraire extraordinaire qui a fait que le suffrage est tombé. C'est pas vrai, je suis peut-être très très lucide sur le succès de ce bouquin. Mademoiselle. Oui, bonsoir. En fait, il y a un sujet dont vous n'avez pas parlé. Et, moi, je m'attendais à ce que vous en parliez. C'est en fait les maisons d'édition, la façon dont elles décident de publier un livre et de ne pas en publier un. Parce que j'ai vu un film au 14A qui s'appelle The Agent. Et donc, c'est l'histoire, en fait, c'est un philosophe qui a écrit finalement un bouquin et ce film par rapport à son expérience où il montrait que les maisons d'édition anglaises agissaient un peu comme TF1. On regarde ce qui va faire le plus d'audience, le livre qui va être un beau produit marketing et on va le publier. Donc est-ce que vous pensez que c'est comme ça en France ? Je pense pas, je l'affirme. Évidemment que c'est comme ça, puis ça l'a toujours été en plus. Ne croyez jamais les gens qui vont vous dire oui, avant c'était comme ça, avant Flaubert vendait 300 000 et c'était la qualité qui vendait, alors que maintenant c'est Marc Lévy. C'est faux. Flaubert vendait pas beaucoup. Il y a un ami qui me donnait récemment les chiffres de vente de Sartre, pour prendre vraiment un écrivain très connu et majeur, vraiment important, que j'aime beaucoup. Il vendait très peu, Sartre aussi. Donc, les maisons d'édition sont des entreprises commerciales. Alors évidemment, après, c'est ambigu. Les éditeurs sont des gens qui aiment souvent la littérature et qui ont envie de produire de la qualité. Et maintenant, il faut aussi qu'ils perpétuent la stabilité de leur commerce, quoi. Donc, ils sont obligés de faire avec le public. Et pour ça, il y a des recettes. Donc on produit des livres à recettes dont on sait qu'ils vont marcher presque à coup sûr, qu'il y a un lectorat pour ça. Bon, moi je pense que c'est peut-être un peu plus le cas dans les pays anglo-saxons que dans la France, parce que la France, pour le meilleur et pour le pire, a un certain nombre d'archaïsmes qui la préserve de ce genre de putasserie, on va dire, enfin de putasserie, en tout cas de calcul. Alors pour le meilleur et pour le pire, parce que l'archaïsme parfois c'est archaïque, mais l'archaïsme aussi parfois c'est des repères, des cadres moraux qui continuent à avoir cours quand même dans le champ littéraire français. Enfin globalement, Gallimard, maison d'édition à laquelle j'appartiens, ils sont également dans le calcul de succès de temps en temps, même si je pense qu'ils produisent une littérature qui est globalement meilleure qu'ailleurs, en tout cas que pas mal d'autres maisons d'édition. Donc ça serait peut-être un peu moins vrai en France, mais c'est vrai quand même, et j'allais ajouter que c'est pas si grave, parce que dans ce domaine-là, comme dans d'autres, souvent les gros permettent de faire vivre les petits. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une économie à perte, qu'énormément de livres se publient, alors qu'on sait très bien qu'ils ne se vendront pas. Il est évident qu'un certain nombre d'éditeurs n'auraient même pas cette libéralité-là s'ils n'avaient pas l'assurance de revenus par ailleurs sur des gros coûts. Et c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent tous. Et ils ont bien raison. Je veux dire, un Marc Lévy permet sans doute de publier pas mal de premiers romans qui par ailleurs ne trouveraient pas de publication possible, quoi. Alors évidemment que ça se complique parce que parfois les gros ont vraiment trop tendance à faire de l'ombre aux petits et que aussi, du coup, faire des livres à recettes finit par conditionner les goûts du public, ce qui fait qu'on ne peut plus lui imposer autre chose. Je prendrai un exemple, moi, qui m'inquiète un tout petit peu, qui est le développement de la presse politico-people. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je présente des essais sur Canal+, le jeudi matin, des essais. Alors j'essaie toujours de présenter des essais un peu solides, quoi, puis d'essayer d'en parler 6 minutes
aussi bien que je peux. Et bon, moi j'aime bien lire des essais de vraie sociologie, quoi, où quand je parle de politique, c'est... j'ai lu par exemple un livre là récemment et présenté un livre sur la sociologie du vin. C'est vachement intéressant, le vin comme cas de mondialisation. Donc c'était un livre un peu à la dure. Et là je pense que là vraiment je parle de politique de façon consistante. Enfin en tout cas le livre parle de politique, puis après moi je m'en fais l'écho. Or, avec le développement de la politique people, c'est-à-dire Ségolène, François Hollande, comment ça s'est fait entre eux, ou alors les dessous de l'Élysée en ce moment, Carla, machin, j'ai rien contre ces livres, j'en lis moi-même quelques-uns, j'aime bien ça, ça m'amuse. Et finalement, moi je serais pour qu'il y ait tout, qu'il y ait à la fois de la sociologie à la dure, et puis du people. Moi j'étais content de lire Une nuit au Fouquet, le bouquin d'Ariane Chemin, pourquoi pas, qui racontait la nuit qui a suivi l'élection de Sarkozy, c'était un peu people, qui était là, qui mangeait quoi. Bon, moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est romanesque. Mais le problème, c'est qu'on sait bien qu'à terme, si ces livres continuent à se produire comme ça à l'appel et se vendre aussi énormément, il n'y aura plus du tout de place pour les livres que j'appelle à la dure, qui font un travail un peu comme ça de terrain. Là, la sociologue dont je parle, elle a étudié le marché du vin pendant 10 ans, quoi. Et donc c'est ça le problème. Il y a des très grands sociologues en ce moment en France. Je pense à François Dubay, que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Bon, il vient de sortir un bouquin de 400 pages qui va se lire à 1500 exemplaires. Alors que tel livre, ne serait-ce que les romans d'ailleurs, j'ai parlé récemment dans une émission, j'ai débattu autour d'un livre qui sort, qui est d'un écrivain qui s'appelle Christophe Donner, et qui vient de sortir un bouquin, qui est un écrivain qui fait vraiment des romans d'habitude, et qui vient de sortir un bouquin qui s'appelle 20 000 euros sur Sego, où l'idée c'est que le type est un fan de turf, donc il parie toujours, et là, comme il doit se refaire un peu parce qu'il a perdu, il va changer un petit peu de cheval, il va parier sur le congrès de Reims, qui a lieu au Parti Socialiste en novembre dernier, je crois, pour désigner le secrétaire national du PS. Bon, donc il fait 200 pages là-dessus, le livre se vend très bien, beaucoup plus que ses livres précédents. Pourquoi ? Parce que ça attire tout de suite ces histoires de les dessous du congrès de Reims, qui s'est allié avec qui au dernier moment, qui a trahi Ségolène, etc. Voilà, c'est le petit bémol que je mettrais, c'est comme d'habitude, c'est bien qu'il y ait TF1 et une chaîne du câble qui passe des films classiques en noir et blanc. Le problème, c'est qu'on sait très bien qu'à un moment, le gros bouffe le petit, mais vraiment, quoi. Et que tout ça ne cohabite pas de façon si pacifiée. Voilà. Une réponse un peu longue, mais... Non, bon, au moins qu'il y ait le mérite de terminer sur une note un peu plus dure, alors que finalement vous avez une analyse très très lucide, mais très, très consensuelle finalement. Il faut qu'il y ait des groupes pour que les petits puissent survivre. Elle n'est pas du tout consensuelle dans le champ d'où je viens, où j'évolue. Voilà. C'est-à-dire, encore une fois, par exemple, la stricte idée que l'argent puisse être un stimulateur de création. Essayez juste, allez dans un festival littéraire là dans pas longtemps, si vous avez que ça à faire. Essayez juste de le dire au micro à un moment. Vous allez voir, vous allez vous prendre une armée de littéraires qui vont vous dire mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter ? L'argent c'est l'ennemi, l'argent corrompt tout, etc. Donc, mais c'est sans doute plus consensuel ici, oui, peut-être. Oui. En revanche, ce qui est amusant, c'est quand on revoit, je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir la cassette sur les entretiens de Céline, où il dit que finalement il a voulu écrire pour gagner un peu d'argent et tout ça, mais évidemment on n'y croit pas, quoi. Moi j'y crois. Moi je pense que je connais cet entretien. Il fait le malin, parce qu'il sait très bien que c'est provoquant de dire ça, précisément, parce qu'on attend qu'il pose au grand écrivain qui ne va ne parler que de son œuvre et de sa plume et des phrases et du style et des virgules. Et il fait exprès d'impurifier, de salir un peu tout ça en parlant d'argent. Un peu comme vous, quoi. Peut-être un peu aussi, ouais, tout à fait. Céline, moi, finalement, il y a une continuité, ouais, à tous égards, sauf peut-être politique. Donc je pense qu'il y a... Mais cela dit, il se trouve que Céline, il a dû bouffer pendant 20 ans aussi quand même. Hein, parce que Le Voyage au bout de la nuit, c'est pas si bien vendu que ça. Voilà encore un grand livre qui, à l'époque, n'a pas eu un grand succès. Après, il a eu de moins en moins de succès. En plus, après, il a été mis au banc de la communauté littéraire parce que, pour des raisons un peu légitimes, il avait quand même commis 2-3 impairs pendant l'occupation. Donc, vraiment, je pense que c'est très frappant. Moi, j'avais fait un mémoire sur Faulkner, qui est un grand écrivain américain, un grand écrivain, quoi. Et j'avais lu sa correspondance
tout un tas de lettres comme ça qu'il écrit à ses copains écrivains ou à sa tante ou à des amis, ça ne parle que d'argent, tout le temps. C'est-à-dire que moi, j'étais très déçu parce que pour écrire mon mémoire, moi, je voulais qu'il me parle de littérature, pour m'aider un peu à comprendre l'œuvre de Faulkner, quoi. Ça ne parlait que d'argent. D'ailleurs, il a fait des scénarios comme vous. Tout à fait. Et il appelait Hollywood, c'est les mines de sel, parce que dès qu'il avait plus d'argent, il allait à Hollywood pondre un scénario. On en connaît un grand que celui du Grand Sommeil et celui du Port de l'Angoisse. Et là, du coup, il refaisait un peu d'argent, puis du coup, il pouvait retourner écrire et sans vendre de livres, parce que lui non plus vendait pas beaucoup, quoi. Donc finalement, les écrivains, vu leur situation économique que j'ai essayé de décrire, on peut pas leur en vouloir quand même de dire qu'à un moment, ils pensent beaucoup à l'argent et qu'on finit, c'est vrai, par y penser un petit peu quand même, hein, je dois dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, madame ? Bonsoir. Tout d'abord, merci pour votre intervention parce qu'elle a été très riche. Et j'avais une question. Voilà. J'avais une question concernant les livres sur commande. Vous dites que vous écrivez des livres sur commande et que je sais que ça se fait pas mal dans le milieu littéraire. Je voulais savoir justement si c'était pas là le lien entre la littérature et l'argent, parce que pour moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une représentation très naïve de l'écrivain qui se met devant son ordinateur parce qu'il a des choses à dire. Il ne sait pas encore à qui il les dit, il ne sait pas comment il les dit, mais il veut les dire. Alors que le livre sur commande que j'ai découvert il y a 2-3 ans à peu près, on vous invite à traiter un sujet dans un format plus ou moins donné à la base, et il est commandé pour être vendu justement. Alors que pour moi la littérature c'était pour être partagé, alors que le livre sur commande c'est pour être vendu. Et c'est sur ce point-là où j'aimerais avoir un petit peu plus de précision, si vous en avez à donner. C'est très opportun comme problématique, parce que elle est complètement en continuité de ce que j'ai essayé de dire. Alors attention, pour commencer, je dirais que la commande n'est pas forcément plus lucrative, enfin n'a pas forcément d'intention plus lucrative qu'une autre, à part peut-être pour l'écrivain. Mais quand un éditeur vient voir un écrivain, et c'est ça qu'on appelle une commande, c'est j'aimerais bien moi que tu écrives là-dessus. J'ai fait une collection où on parle de ça. Moi ça a été mon cas sur mon livre sur Mick Jagger. Ils étaient chez Naïve, donc Naïve qui est d'abord un label de musique qui s'est lancé dans la littérature il y a une dizaine d'années. Ils ont lancé une collection. Ils se sont dit tiens, on va faire un truc, ça va s'appeler Naïve Session, et on va demander à des écrivains, vraiment des écrivains quoi, de parler de rock, de s'emparer d'un mythe du rock et d'en faire ce qu'ils veulent. Un poème en prose, une fiction, un essai, etc. Moi, ils m'ont demandé, parce qu'ils m'avaient entendu parler de rock, ils savaient que j'en avais fait, et j'ai réfléchi, j'ai dit ça sera Mick Jagger, ils m'ont dit ok, banco. Donc, et ils n'avaient pas d'intention particulièrement lucrative, c'est-à-dire qu'ils pensaient que ça pouvait croiser quelque chose, et ils avaient raison, parce que en fait, ils prenaient acte d'un phénomène générationnel qui est que beaucoup d'écrivains maintenant arrivent à maturité, ou en tout cas arrivent sur la scène littéraire, comme moi, j'ai 38 ans, en ayant baigné dans le rock. Bon, je crois que c'est vrai depuis 10-20 ans, et c'est vrai que beaucoup d'écrivains qui auraient moins de 50 ans, et même, je pense que vous avez vu François Bon ici, qui doit avoir, je sais pas, peut-être 55 ans maintenant, Dieu sait s'il est marqué par le rock, il est même allé jusqu'à écrire 3, voire 4 livres sur la question. Donc il prenait acte de ça, donc il sentait bien que ça pouvait croiser un lectorat, mais le calcul n'allait pas beaucoup plus loin. En revanche, ce que je dirais de la commande, c'est que ça va complètement dans la continuité de ce que j'essaie de décrire dans le sens du purisme, parce que l'idée que vous aviez de la littérature, c'est une idée qui est très dominante et majoritaire et réelle, à savoir qu'a priori, j'ai des choses à dire ou j'ai une ambition poétique bien particulière, je voudrais essayer de produire telle forme littéraire, je suis seul avec moi-même et j'essaie de la produire, puis après j'essaie de la publier et de la vendre. Et que donc la création serait comme ça une espèce de phénomène un peu autarcique et, comme je le disais tout à l'heure, un rapport de soi à soi-même. Il s'agirait d'aller chercher le plus pur en soi, le plus authentique, le plus indépendant des sollicitations extérieures. Alors évidemment, l'idée de commande va complètement à l'inverse de cet imaginaire-là. Mais moi j'insiste beaucoup pour dire que beaucoup d'écrivains feraient bien de travailler sur commande parfois, parce que ça fait un bien fou. Parce que moi, qu'est-ce que je suis content qu'on m'ait proposé rétrospectivement, j'ai une gratitude immense pour les gens de Naïve quand ils sont venus me voir. Pourquoi ? Parce que d'une part, ça m'a permis d'écrire un livre que je n'aurais jamais eu l'idée d'écrire. Peut-être que j'y serais venu écrire sur le rock, parce que le rock est tellement important pour moi que peut-être j'y serais venu. Mais ce n'était pas d'actualité, je n'avais pas du tout cette ambition-là. Et donc ils m'ont donné l'occasion de réfléchir à quelque chose auquel je n'aurais pas réfléchi.
Et donc, repenser aux Stones, repenser au rock, repenser aux années 60. Et j'ai adoré ce travail-là. Et par ailleurs, je suis plutôt content du résultat. Quoi qu'on en pense, je ne sais pas si c'est un chef-d'œuvre ou un moyen livre, ça c'est pas à moi d'en juger, mais j'aime bien ce livre. Et surtout, c'est un livre dont l'écriture elle-même a déclenché beaucoup de choses chez moi et m'a ouvert des territoires littéraires que je ne soupçonnais pas, ou en tout cas que je ne croyais pas être capable d'occuper. Et c'était par exemple la littérature documentée. C'est-à-dire que moi, je venais d'une forme de purisme littéraire, c'est-à-dire que la littérature n'a pas de sujet, la littérature c'est de la forme, elle fabrique des phrases, etc. Et là, j'avais un sujet réel, en plus j'avais l'intention de raconter des vrais faits, les années 60 de Mick Jagger, parce que je trouvais les faits tellement passionnants qu'il n'y avait pas besoin d'inventer. Et donc je me suis documenté, j'ai essayé de raconter les documents. J'ai même par exemple raconté un film qui est très important dans l'histoire des Stones, qui s'appelle Gimme Shelter, où on voit des choses absolument incroyables. Et ce travail avec le document a complètement renouvelé ma pensée sur la littérature. Je me suis dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me dire que le réel avait vraiment du talent, quoi. Et que c'était pas mal d'aller chercher dans le réel. Et ça a donné un an après Entre les murs, tout simplement. C'est une des choses qui m'ont convaincu de publier Entre les murs, parce que j'avais des doutes sur ce livre. J'avais commencé à prendre des notes sur l'école, et je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Et c'est parce que j'étais passé par la commande Mick Jagger que ça m'a, disons, désinhibé pour aller produire de la littérature plus documentée, je dirais. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut extrapoler un peu votre discours en disant que finalement l'argent joue le rôle de la contrainte qui parfois est nécessaire à la création ? Mais finalement. Absolument, mais il y aurait une histoire de l'art à écrire qui est peut-être déjà écrite à cette aune-là, c'est-à-dire comment des artistes ont découvert des ressources insoupçonnées en eux parce qu'ils avaient un certain commanditaire, qui pouvait être un aristocrate mécène ou le roi Louis XIV ou d'autres gens, qui leur imposaient un certain nombre de codes, des codes liés à un public donné, à une intention donnée, à une festivité donnée, où nous allons célébrer l'anniversaire du roi, et qui du coup découvraient des registres de création complètement nouveaux pour eux. Et donc, bien sûr que la contrainte a une importance fondamentale dans la création. La contrainte formelle, par exemple, faites une tragédie en 5 actes, avec unité de temps, de lieu et d'action, c'est la tragédie classique, essayez de faire ça, vous verrez que vous découvrirez des possibilités incroyables. Et oui, bien sûr que la contrainte peut... Alors, ce qui est bien, c'est que moi j'essaie de faire 1 sur 2. C'est-à-dire que je fais un livre commandé, un livre pas commandé. Il y a quand même un moment où j'ai quand même envie d'être un peu tout seul avec moi-même et de faire exactement ce que je veux. Mais là, moi, on nous a commandé avec mon amie Joyce Orman, qui est une écrivaine et néanmoins amie, un livre sur la jeunesse. On n'aurait pas eu l'idée d'écrire sur la jeunesse, on a réfléchi tous les deux, puis maintenant on est super content d'en être à la finalisation, quoi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Ouais. Il y a le micro qui va venir. On va vous offrir un micro. C'est cadeau. Oui, bonsoir, c'est mieux. Je voulais vous demander, vous avez parcouru aujourd'hui au stade de votre notoriété un certain nombre de domaines qui sont la littérature, vous avez eu des expériences dans le rock, vous avez fait des prises de position politiques et vous avez aussi vous intéressé, comme chacun sait, au football. Et il me semblait qu'au stade où vous en étiez de votre notoriété, vous pouviez aussi rééchelonner vos priorités, peut-être ne pas être exclusivement dans le champ littéraire, dont vous avez bien parlé ce soir. Comment vous vous projetez à 38 ans, François Bégaudeau ? Comment vous vous voyez dans les années qui vont venir ? Merci. Moi, j'ai envie de vous répondre que, hélas, c'est une question qui ne me concerne pas, parce que c'est pas moi qui vais décider. Moi, vous savez, je sais de quoi est faite ma vie. Je sais de quoi est faite ma vie, on va dire, depuis 5-6 ans. Ma vie, elle est consacrée, je dirais d'ailleurs beaucoup trop, parce que parfois ça m'épuise. Je dis 90% de ma vie est consacrée à ce que j'appellerais la chose écrite. Donc c'est mon truc, quoi. La chose écrite, c'est quoi ? C'est écrire des livres, des essais, des romans. J'ai fait un peu tout ça. C'est écrire des articles. Alors sur le foot, sur la politique, sur les héroïnes de la littérature comme dans le Muse. Sur la littérature elle-même, je fais de la critique littéraire, etc. Donc,
Ça fait beaucoup d'écrits. Par ailleurs, je dirige des livres. Là, je viens d'en diriger un qui s'appelle La politique par le sport, où j'ai fait travailler un peu une équipe. Donc, je lis aussi des textes. Je suis un peu rédacteur chef. Moi, je suis dans le texte, quoi. Très clairement. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans une société où le texte est ce qui attire le plus l'attention dans un premier temps. Donc, moi, je peux écrire 10 livres. On en parlera moins des 10 livres cumulés que de 3 secondes dans ma vie ou un jour à la télévision sur France 5, pourtant pas une chaîne extrêmement médiatisée, je dis que je vais racheter le FC Nantes. Donc les échelons, ils sont dingues. Les échelons, comme vous disiez, échelonnés. Moi, c'est très clairement échelonné ma vie. J'écris, je publie, je lis. Des fois, je fais des petites sorties comme ça. Je vais faire un film avec Laurent Cantet et je fais des films avec mes copains du collectif Othon. Voilà, ça c'est important aussi pour moi parce que c'est de la création. Donc ça, c'est ce qui arriverait en deuxième. Et puis il y a tout le reste sur lequel parfois on m'interroge, la façon dont on parle de moi, et qui me paraît toujours très déconnecté de ce qui est le réel de mon travail, à savoir les livres, quoi. Et puis on ne peut pas dire que j'ai chômé depuis mon premier livre, je l'ai publié en 2003, depuis j'ai dû en publier 8 ou 9, toutes configurations comprises. J'en ai publié un en octobre dernier, je publie un roman là, qui est sorti il y a un mois, il y aura ce livre sur la jeunesse en janvier, je suis déjà dans l'écriture d'un autre, etc. D'ailleurs, ça serait un débat, peut-être que j'écris trop, etc. Mais en tout cas, mon truc, c'est vraiment l'écriture. Mais bien sûr, à 90%, on me sollicite pourquoi. D'ailleurs, je crois que je vais publier un jour ça, parce que il faut informer les gens. Si vous saviez les mails que je reçois... c'est extraordinaire, quoi. Les sollicitations ont toujours à voir avec tout sauf avec la littérature. Mais ou alors avec la chose écrite, parce que à la rigueur j'écris un billet sur le foot dans Le Monde, donc là on peut dire moi c'est sur le foot, donc il pourrait me parler de ça. C'est quand même sur le foot, quoi. C'est de l'écrit, mais c'est du foot. Bon, non plus. Non. Alors on me sollicite pour. Oui, effectivement. Vous dites que j'ai eu des prises de position politique, mais je vous défie de dire lesquelles, par exemple. Je ne pense pas m'être beaucoup exprimé sur la chose politique. En fait, il se trouve qu'après. Au moment d'Entre les murs, on m'a beaucoup sollicité pour aller débattre sur l'Écosse, ce genre de choses. Je l'ai fait pendant 6 mois et après j'ai arrêté. Parce que justement, je vous disais, il fallait arrêter, quoi. Mais on continue. Tous les jours, je reçois des mails qui m'invitent à traiter de l'enfance en difficulté, chose sur laquelle je ne connais rien du tout. Je n'ai pas d'enfant, je ne connais pas l'enfance en difficulté, mais c'est pas grave. Globalement, ouais, Entre les murs, collège, enfant, difficulté, Bégodeau. Non, mais c'est ça, hein, Ou alors on me demande, d'être le parrain d'une association pour le handicap, enfin pour protéger. Oui, cause que je trouve absolument au-dessus de tout soupçon, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce que j'ai pu produire véritablement? Donc voilà, pour moi les choses sont tellement claires dans ma tête, je vois très très bien l'ordre de mes priorités, mais elles ne correspondent absolument pas, cet ordre, à celui qui est à l'ordre qui prévaut au sein de la corporation journalistique notamment, quoi. Parce que... Mais bon, c'est un peu de ma faute, justement, j'ai un peu parlé de la circulation tout à l'heure, et il y a un problème qui se pose, c'est la circulation de l'écrivain. Est-ce que l'écrivain doit aller à la télé? Est-ce que l'écrivain doit aller à la radio? Alors moi j'y vais. J'y vais. On dit que j'y vais beaucoup, mais évidemment on ne mesure pas tout ce que je refuse. C'est-à-dire que je vais dans 1/50 de ce qu'on me propose, mais vraiment sans mentir. Et en général, d'ailleurs, j'essaie d'aller que dans les trucs où je suis sûr qu'on parlera un peu de livres, un peu. Même si je ne suis pas dupe sur le fait que quand Marc-Olivier Fogiel m'invite sur Europe 1 le matin, je dis sur Europe 1, pas dans son émission à la télé, pour la sortie de mon dernier roman, je sais très bien que sur 10 questions, il y en aura une sur le roman. Je le sais avant d'y aller. Mais je me dis, il y en aura au moins une. Et puis les livres sont des petites choses un peu fragiles, donc je me dis, faut quand même aller faire un peu de promo quand même, ça fait pas de mal. Faut quand même faire le travail. J'y vais en me bouchant le nez parce que je sais qu'il va m'énerver et qu'il va me demander. Alors ça a donné, je ne sais plus ce qu'il m'a demandé. Il m'a demandé, oui, François Bégodeau, vous êtes en disponibilité. Pourquoi en disponibilité et non pas avoir démissionné de l'Éducation nationale? Une chose dont je me fous à un point et qui n'a rien à voir avec ma vie. Alors après, évidemment, moi cette année, on m'a beaucoup parlé. Ça fait quoi d'avoir une Palme d'Or? Parce que je trouve la question la plus bête du monde, hein, parce que qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Sinon, c'est plutôt cool. Alors évidemment, comme au bout de 50 fois on me la pose, alors 50 fois je suis poli, et 50 fois je dis, on est content avec Laurent, avec tout le monde.
Et puis au bout de la 51e, j'en ai ras-le-bol et je réponds non, vraiment on s'en fout de la Palme. Vraiment, franchement, on nous aurait proposé de ne pas l'avoir, on aurait signé tout de suite, quoi, parce que franchement, quel festival de merde. Donc je réponds ça et je passe évidemment pour un connard et un branleur. Et c'est comme ça que ça marche. Hein. Voilà. Je vous la fais courte parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Est-ce qu'il y aurait une... Oui. Oui, désolé. C'était juste parce que là, ce que vous nous dites, ça me fait m'interroger sur le rôle social, entre guillemets, de l'écrivain, parce que pourquoi est-ce que vous arrêteriez à vos textes et aux livres que vous aviez envie d'écrire ou aux commandes qu'on vous passe et que vous acceptez, et pourquoi est-ce que vous n'iriez pas justement plus loin, enfin ce que vous faites aussi, mais qu'est-ce qui vous fait choisir les émissions où vous voulez aller ou pas, dans le sens où vous avez ce rôle-là, on vous confère ce pouvoir-là maintenant de dire les choses que d'autres veulent dire peut-être, que vous dites très bien pour eux justement. Et est-ce que justement c'est pas le revers de la médaille que vous êtes obligé le défi que vous êtes obligé de relever aujourd'hui parce que vous ne pouvez pas avoir tout le mérite des succès que vous avez eus jusqu'à maintenant sans justement jouer ce rôle-là. Enfin, je ne sais pas si je suis très clair, mais... Non, mais je comprends, on est au cœur d'un vrai sujet. Alors, je vais essayer d'aller très vite, mais il y aurait plusieurs nuances à apporter à ce que vous venez de dire. Premièrement, j'ai beaucoup donné. Beaucoup. J'ai un moment autour de l'épisode Entre les murs, puis après on avait fait un essai qui était un peu politique avec deux de mes amis, écrivains Oliver Roé et Arnaud Bertinin. On avait fait un essai qui s'appelait Une année en France et qui rendait compte d'une année où il y avait eu le référendum européen, le non-référendum, il y avait eu le CPE et il y avait eu la crise des banlieues, enfin ce qu'on a appelé la crise des banlieues. Donc on trouvait que c'était une année qui était intéressante, on essayait de la parcourir. C'était un livre politique, donc là très volontiers, je suis allé dans des émissions politiques, j'ai débattu, j'ai énoncé un certain nombre d'opinions. Et au moment d'Entre les murs, je trouvais que c'était dans la continuité que d'aller débattre avec Finkielkraut à la télé, sur l'école, etc. Oui, tout va bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoup de mes amis écrivains qui disaient « faut pas y aller, il faut parler que de littérature », mais je disais « mais non, la littérature est impure, la littérature a du sujet, la littérature est dans le monde, je suis un citoyen, il n'y a pas de raison, il faut arrêter d'être dans notre tour d'ivoire, etc. » J'ai donné, sauf que les journalistes resteront bloqués sur cette position ad vitam aeternam, et que maintenant c'est à moi de freiner et de leur rappeler quand même, les gars, doucement, moi j'ai commencé par faire Jouer juste, hein, après j'ai fait un autre livre, après j'ai fait Mick Jagger, après j'ai fait Entre les murs, après j'en ai fait 3 autres. Voilà, mon truc, moi c'est plutôt ça. Donc arrêtez de me prendre pour espèce d'intellectuel de gauche de service, parce qu'ils étaient contents, ils avaient trouvé quelqu'un, et c'était super pour eux parce qu'ils avaient trouvé. J'étais le bon client parfait, parce que il n'y en a pas beaucoup des intellectuels de gauche, jeunes, passant bien à la télé, puis en plus assez polémiste, créant des bons moments de télé où ça s'engueule un peu, nickel, Bégodeau, bon client quoi. Si j'avais continué ça, mais je serais devenu l'absolu chouchou des médias. Or, j'ai fait l'inverse, je ne voulais pas devenir ça, et donc maintenant j'en subis le revers, à savoir que je suis énormément contesté dans la corporation journalistique qui m'accuse de ce qu'ils appellent grosse tête et snobé, et c'est simple, hein, c'est parce que je refuse leurs invitations, c'est ça qu'ils appellent grosse tête. Donc merci pour eux. Où il y aurait un problème plus fondamental pour moi, plus fort que celui-là, parce que là je vous parle d'un truc où moi j'essaie de remettre le balancier dans l'autre sens, si vous voulez. Après peut-être que je reviendrai à la prise de position politique, mais pour l'instant vraiment, j'ai vraiment envie de dire, j'aimerais qu'on parle d'autre chose. Mais j'y reviendrai. Cela dit, se posera de nouveau une question qui est au cœur de ma pensée, au cœur de ma réflexion, et au cœur encore une fois de celle de Jacques Rancière, qui est définitivement un philosophe que j'aime. C'est que d'une certaine manière, il y a quelque chose de débile à être un leader d'opinion. Et que qui je suis, moi, pour énoncer un certain nombre d'opinions politiques à la télé, en lieu et place du peuple. Jamais, j'ai pas très envie de parler au nom d'eux. On a beaucoup voulu me faire parler au nom d'eux au moment d'Entre les murs. Ça aussi, on aime beaucoup. Il fallait que je parle au nom des jeunes, au nom des Arabes, au nom des banlieues, au nom des profs. Combien de fois j'ai dit, mais moi je ne parle pas au nom des jeunes, 1, je ne suis pas jeune, 2, les jeunes sont nombreux, 3, qui s'expriment eux-mêmes, allez les voir directement. Oui, alors les banlieues, j'ai pas grandi en banlieue, en plus le film ne se passe pas en banlieue, allez voir la banlieue, demandez aux gens directement. Moi, il n'y a pas de...
Rancière est quelqu'un qui déteste la position de l'intellectuel qui parle à la place des autres et qui parle à la place, soi-disant, des opprimés qui seraient privés de voix. Moi, je ne ferai jamais ça. Je pense qu'il n'y a que la banlieue qui peut parler de la banlieue, il n'y a que les jeunes qui peuvent parler des jeunes. C'est la problématique dans laquelle on est avec Joyce Ormand en ce moment en écrivant notre livre sur la jeunesse, c'est qu'on écrit sur la jeunesse alors qu'on n'est pas jeune nous-mêmes. Donc comment parler à la place d'eux? Donc on a trouvé des stratégies littéraires pour ça. Donc moi, je trouve toujours un peu bidon, à chaque fois qu'on me demande « Qu'est-ce que vous pensez, François Bégodeau, en ce moment, de la crise économique ?» Mais oui, je suis un citoyen, je lis les journaux, je regarde à la télé, ça m'intéresse, mais pourquoi moi, j'en parlerais à la place d'un autre, surtout d'un sujet qui est tellement compliqué, épineux, qu'évidemment, je vais dire que des conneries simplificatrices. Ou alors, oui, je pourrais m'en sortir avec un peu de démagogie. Je pourrais dire, oui, alors voilà, le capitalisme financier arrive à ses limites, il est temps de faire payer les patrons. Bon, alors là, j'aurai tout le monde avec moi. Mais je refuse de jouer ce jeu-là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, à un moment, m'ont beaucoup aimé, beaucoup apprécié, parce que précisément, je devenais le porte-parole de gauche et que voilà, j'étais presque perçu comme celui qui défendait la veuve et l'orphelin, ce dont je me défends bien, mais bon. Bah, j'ai pas voulu rentrer dans cette facilité-là, vraiment pas. J'ai pas envie de passer pour ça. Est-ce qu'il y aurait une autre question? La question qui se pose, c'est est-ce que Chelsea a battu Barcelone? C'est surtout ça qui est... Non, mais parce que là, on fait les malins. Mais... J'ai un retour, je vous dirai. J'ai un retour. Là, j'ai l'oreillette. Je suis un peu tendu. Excusez-moi, je suis un peu tendu. Parce que... Je dirai. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des... Donc vous avez valorisé l'impur et tout, et vous avez évoqué aussi le problème de la quantité. Et effectivement, il y a une espèce de dévalorisation, c'est inversement proportionnel. Plus on publie, moins c'est... Donc c'est pour ça qu'on va peut-être s'arrêter là. Donc, s'arrêter de parler, je veux dire. Et puis aller voir la deuxième mi-temps. Donc, c'est pas mal comme raisonnement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Et puis à la prochaine conférence Isegoria qui devait logiquement avoir lieu avec Raphaël Enthoven, mais il semblerait qu'il y ait quelques petits problèmes. Donc, ah bon? À bientôt. Okay. Non, je rigole. Ah oui. Donc à bientôt. Merci à vous. Merci.